Imaginez un braquage, pas une petite bijouterie, non. Des banques gigantesques, des coffres qui protègent des millions, des systèmes d'alarme ultra sophistiqués que même les ingénieurs ont du mal à comprendre. Et maintenant, imaginez un homme capable d'y entrer la nuit, sans armes, sans violence et sans laisser une seule trace. Ce type, c'est David Desclaux, l'un des meilleurs spécialistes de neutralisation d'alarmes en France. À lui seul, il a permis à son équipe de repartir avec des millions d'euros. Au nez et à la barbe, les banques les plus sécurisées du pays. Sa réputation, un fantôme. Quand on arrivait le matin, il était déjà loin. Pas une vitre fracturée, pas un bruit, juste un coffre vide et un mystère total. Jusqu'au jour où tout dérape. Arrestation, prison, évasion, puis une deuxième, avant de disparaître pendant 4 ans et demi en pleine cavale. Aujourd'hui, il va nous raconter comment on prépare un cambriolage à plusieurs millions, comment il a volé les plus grosses banques de France, et surtout, comment on survit quand tout un pays vous recherche. Bienvenue dans l'un des story-cubes les plus fous que l'on ait jamais réalisé. Et il sort, il dit « Ah putain, le plombier, il a pris les 500 balles à ma mère, telle entreprise. » Et je dis « Chiche, on va les rechercher. » On a découpé le coffre-fort, mais il y avait le Pascal, le fameux billet de 500 €. On voulait pas de violence. Est-ce que tu te rappelles combien vous prenez à ce moment-là? C'était en francs transformés. Ouais, on a pris 300 000 €. Et là, on était au mur de la banque. Les flics nous l'ont dit, on était sur le casse du siècle. Là, je dis, il faut que je m'évade. Je sais que je pars pour une peine à 2 chiffres. Ça paraît fou, mais tout est vrai à 100%, vraiment. Nous, on vivait Lascar, on mangeait Lascar, on dormait Lascar, on était des Lascars jusqu'au bout des doigts. Et je le suis toujours. Bonjour tout le monde, bienvenue dans StoryCube. Aujourd'hui, on accueille David Desclaux. Alors David, c'est un ancien cambrioleur de banque français et aujourd'hui, il va nous raconter ses plus grosses anecdotes, tout son parcours. Je trouvais hyper pertinent de l'avoir dans StoryCube et qu'il nous raconte un peu tout ce qu'il a vécu. David, bienvenue dans StoryCube, comment tu vas? Ça va super bien, super. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Peut-être avant de rentrer un peu dans le vif du sujet et de nous raconter un peu ces anecdotes-là, je trouvais ça pertinent de revenir un petit peu sur ton enfance, sur ton contexte, comment tu grandis, qu'est-ce qui se passe au début? Je grandis, c'est pas une excuse, mais je grandis dans une banlieue difficile de Caen, la région de Caen, en Normandie, dans le Calvados. Un quartier très difficile qui s'appelle la Pierre-Rosée, comme il y en a tant dans toutes les villes de France. Mais voilà, on était très très pauvres. Encore une fois, c'est pas une excuse, il y en avait qui étaient aussi pauvres que nous et qui ont eu le déclic avant nous, qui ont fait les bonnes rencontres et qui ont été travaillés. Pour moi, tous les ingrédients étaient réunis pour partir du mauvais côté avec mon équipe. Voilà, je me suis entouré de gens qui, comme moi, étaient très pauvres et tout. Et voilà, on s'est demandé comment manger d'abord et comment ensuite s'habiller. Les grands nous ont montré le chemin, ils ont montré la grande surface. Et donc, on a été volé à la grande surface pour manger d'abord, ensuite s'habiller. C'était l'époque des fly jackets 501, basket blanche, sont toujours là. Voilà, le basket blanche, c'est la panoplie voilà. T'as quel âge à ce moment-là quand tu commences? Là, quand je commence déjà à voler à l'étalage, pour manger, j'ai 8-9 ans, 10 ans, disons, je fais mes premiers vols à l'étalage pour manger. Et ensuite, pour les fringues et tout ça, je commence vers 11, 12, 13, tout ça. Et puis, je me spécialise très vite dans le vol en filouterie. Okay. Alors, qu'est-ce que c'est que le vol en filouterie? C'est fou ce nom. Ouais. Vol en filouterie, c'est rentrer dans tout ce qui est moyenne surface, là où il peut y avoir des coffres-forts, des caisses et tout, pendant que les gens font leurs courses, pendant la journée, tout ça. Okay. On rentre dans les portes privées, il y en a qui font les gays, qui font des diversions, tout ça. Moi j'étais un filou, je rentrais, je jouais au loup avec le personnel, dans les bureaux, tout ça, je me cachais dans les toilettes, dans les placards, et jusqu'à arriver dans les tiroirs, trouver les poufs habillés, et chercher la clé du coffre quand il y a un coffre-fort, ouvrir le coffre-fort. Mais il m'est même arrivé par moment de me faire attraper en flagrant délit dedans, mais j'avais la tchatch, j'étais filou, je dévalisais les coffres forts, je partais. Comment tu fais pour t'infiltrer comme ça dans un truc? En fait, faut bien passer, toi, tu t'as fait, t'as ça en moi, j'avais ça en moi, j'ai commencé par les vols à étalage, les vols dans les caisses, tout ça, et en fait, tu y vas au culot, quoi, c'est le culot. Tu rentres là-dedans, tu joues avec le personnel, tu fais de pas de voir, quoi. Et ils sont loin de se douter qu'il y a ces petits rats qui rentrent là-dedans, et eux, ils sont dans leur travail, ils se doutent pas. Tu te souviens de la première fois où tu as, ouvert un coffre ou un truc comme ça? Ah oui, je me souviens la première fois. Au départ, c'était les caisses, tu sais, c'était les caisses t'ouvrais les caisses dans les magasins. En filouterie, on ouvrait, il y avait le petit bouton en dessous des caisses, on ouvrait, on prenait. Mais après, j'ai été... Comment tu peux ouvrir une caisse comme ça quand il n'y a pas de... En fait, t'as les grosses caisses enregistreuses comme ça, et sous la caisse, à l'époque, t'avais des petits pitons. Au lieu de taper, c'était des pitons d'urgence, tu vois. T'avais un rond, un petit dos, et tu mets ton doigt dedans, et clac, et ça ouvrait le tiroir caisse. Alors, il faut l'ouvrir tout doucement, parce que ça fait gling. Tu l'ouvrais tout doucement comme ça, et là t'avais tous les billets. Ça, c'est les premiers tiroirs caisses. On est vraiment gamin quand on fait ça. Il n'y a pas de gens qui surveillent ce truc? On leur fait des diversions, des choses. Tu sais, on rentrait dans les magasins où quand tu ouvrais la porte, ça fait ding dong. On ouvrait légèrement la porte, on haussait le truc du ding dong, et comme ça on ouvrait la porte tout discrètement, on rentrait, on allait au tiroir caisse, on pouvait. Ça, c'est les premiers vols en fou. Et après, je me suis dit, il y a mieux dans les coffres forts. Et donc, là, on allait dans les magasins plus grands, beaucoup plus grands, où il y a beaucoup de personnel, les gens font leurs courses, tout ça. Et donc là,
tu rentres dans les privés, tu vois, dans les portes privées, et là, tu vas dans les bureaux, et généralement, tu as le coffre-fort. Et généralement, c'est soit des coffres-forts que à clé, ou alors à clé et à code, mais le code, il le laisse, il ferme juste à clé. Et la clé, il la laisse dans les bureaux, cachée dans... Et donc, le but, c'est de rentrer là-dedans et chercher la clé du coffre. T'as combien de temps pour faire ça Oh, bah, ça passe très vite, ça va très très vite, hein. C'est 5-10 minutes. Moi, j'ai une anecdote, par exemple, où je rentre dedans, je me cache au début, j'arrive au coffre, je cherche la clé du coffre, tout ça, et ça faisait un peu de temps que je trouvais pas la clé du coffre. Et donc, je me suis caché dans le placard à côté du coffre, et heureusement, parce que les gens rentraient dans le bureau, ils rentraient, sortaient, rentraient, après hop, il y avait plus personne, je suis ressorti, et j'ai trouvé enfin la clé du coffre, et j'ai ouvert le coffre, et j'ai remis la clé, je me suis remis dans mon placard, j'ai attendu, je suis ressorti, j'ai ouvert le coffre, et là, j'ai vidé le coffre, des belles sommes, toi, et voilà, je faisais que ça, j'en ai fait plein. Il y avait combien dans les coffres? Bah, dans les coffres, ça dépendait. Là, bon, c'était en francs, mais si par exemple je l'ai traduit en euros maintenant, c'était des sommes, ça pouvait être par exemple un coup 10, 20 000 euros, des fois 30, 40 000 euros, 50 000, ça montait jusqu'à des 70, 80 000 euros. C'était des sommes et on en faisait plein, tu vois. On faisait ça et on investissait dans le touchy, on vendait le touchy, tout ça. Enfin voilà, c'était notre vie, quoi. Alors il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ah, le mytho, tout ça, mais nous, on vivait comme ça. Moi, de le raconter comme ça me paraît tellement banal. J'ai vécu là-dedans depuis tout gamin, quoi. Ouais, et du coup, tu faisais quoi avec cet argent? Bah, l'argent, ça servait à partir soit en voyage, à investir dans le hashish. On était la plaque tournante du hashish. Alors, c'est vrai nous, pour se donner bonne conscience, on disait, ouais, le hashish ne fait pas plus de mal que l'alcool et la cigarette. On se disait ça, on voulait pas de drogue dure, on était contre la drogue dure, tout ce qui était héroïne, c'était l'époque des héroïnes qui sévissaient dans nos quartiers. C'est vrai ce que je dis là, c'est vrai que le hashish ne fait pas autant de mal que l'alcool et la cigarette, mais moi, je regrette parce que ça fait autant de mal. Donc, je l'ai un peu sur la conscience d'avoir vendu du shit. Mais quand t'es jeune, tu sais pas, tu vois que l'État, eux, ils vendent à tout va l'alcool, les clubs partout, tu dis, bah, je fais pas plus de mal qu'eux, quoi. C'est ça. Et donc, tu pars dans cette logique et voilà, ça marche pas. Et pour raconter une petite anecdote vite fait comme ça, j'en ai tellement fait, mais une parmi tant d'autres, hein, où je rentre dans une porte privée comme ça, mes potes faisaient la diversion dans le magasin et tout. Je suis au coffre, j'ai trouvé la clé du coffre, j'ouvre le coffre, je suis en train de dévaliser le coffre. Et tu sais, c'est des bureaux en cul-de-sac parce que les fenêtres il y a des barreaux aux fenêtres et tout ça. Ce que je te dis là, ça va aller très vite, hein. Je te raconte doucement, mais en fait, ça s'est passé très très vite. Je suis en train de dévaliser le coffre, je prends les poufs à billets, tout ça, et je sens comme une présence. Et je me tourne, je vois le patron qui est comme ça devant la porte, il me regarde bouche ouverte. Et en fait, ça a été très vite. Moi, j'ai l'habitude, tu sais, je suis dans l'impro, je suis grave dans l'impro. Et donc j'ai crié, j'ai fait, ah, vous êtes là, vous, ah, vous venez avec moi. Et j'ai crié plus fort que lui, il aurait dû crier, tu vois. Il a même pas crié ni rien, il est resté. Et donc je l'ai pris, je dis, vous venez avec moi. Et je criais fort, je dis, vous venez, allez, ah, vous cachez de l'argent, ah, on va là, vous allez venir. Et là, il était jusqu'à ce que dans le couloir, que je puisse avoir ma fuite. Une fois que j'avais ma fuite, là, je l'ai lâché, je suis parti en courant. Et il était déstabilisé, tu vois. C'est une anecdote parmi tant d'autres voilà. Putain, c'est dingue. Et Ouais. t'arrives à fuir comme ça finalement? Ah bah oui, je fuis, après bah là je pars, mais bon, des coursettes, j'en ai eu tellement. T'as pris l'argent finalement ou t'es parti sans l'argent là? Ah là j'avais l'argent, je courais avec l'argent sur moi. Ah bah oui, j'avais vidé le coffre, mais je pourrais passer ma soirée à t'en raconter dans chaque domaine. Là on est que dans le vol, l'étalage vol en filouterie et c'est rempli d'anecdotes, mais après je suis monté tous les échelons du banditisme. Toute ma vie ça a été ça, toute ma jeunesse, on volait matin, midi, soir, nuit, c'était constant, que des histoires de dingue. Il y a des fois où ça a mal tourné. Ouais, il y a eu des fois où ça a mal tourné. Par exemple, quand on montait sur des gros coups, il fallait voler des voitures et tout ça. Et on a volé des voitures, ou une en particulier, où on s'est fait courser par les flics, ils nous ont tiré dessus. On a pris des balles dans la voiture, c'est passé à nous. Voilà, c'est des souvenirs très chauds, quoi. Tu te dis qu'on aurait pu y laisser la vie. Pareil, quand on a fait le coup de Morlaix, le grand casse de Morlaix, où le train il a failli nous écraser, on s'est se faire écraser par un train. J'ai des potes après, parce qu'on faisait aussi tout professionnellement, dans la cambriole, dans les vols, tout ça, mais aussi on avait les délires depuis tout gamin, et j'ai le souvenir de potes qui se sont mangés en voiture, en moto volée, en voiture volée. Tu laisses des potes qui sur le carreau et tout, et puis à leur âme, mais tu repenses, tu vois. Alors quand tu laisses des vies, c'est pire, là, tu vois, c'est ça, quand je dis ça, c'est vraiment pire. Mais aussi quand ça tourne mal et que tu te fais attraper, que tu vas en prison et tout. Mais bon, tu restes en vie quand même. C'est pas pire que d'avoir perdu des potes. Tu grandis un peu, tu continues à faire ces vols-là. Comment ça évolue finalement? T'as quel âge déjà à ce moment-là quand tu commences déjà à braquer des coffres par voilà, exemple? quand je fais tous les coffres, là c'est l'adolescence, tu vois. Au début j'ai dit de voler l'étalage de 8-9 ans jusqu'à mes 11-12 ans, où après très vite les grands nous fait le fil du shit et tout ça, et on vend. Après les vols en filouterie, on prend beaucoup de thunes, et donc après on peut investir encore plus dans le
On grimpe, tout en montant dans le vol, on grimpait le MH en même temps, quoi. Notre cité devenait l'une des plaques tournantes de la Normandie. Tu vois, ma cité qui s'appelle le 43 devenait très connue. La Pierrezée, la tour le 43, voilà, ça devenait très connu. Donc on montait, et puis très vite, je suis passé au cambriolage de nuit, que là j'ai 14, 15, 16 ans, où je m'attaque aux magasins de luxe, tous les magasins 14, de 15, luxe. 16 ans, pardon, j'ai Voilà, pas... les magasins de luxe, on attaque, on fait au début les centres-villes, tout ça. Et très vite, je me spécialise dans la neutralisation de systèmes d'alarme. Mais comment ça marche, c'est un cambriolage de nuit, comment c'est... Eh ben en fait, moi je me suis entraîné sur les commerces du quartier quand j'étais plus jeune, quand on cambriolait les petits commerces du quartier où je neutralisais les alarmes, j'ai commencé à voir comment étaient foutues les alarmes et je me suis fait une réflexion, je me suis dit c'est le même genre d'alarme que dans les magasins finalement. Ouais. Et donc donc on va s'attaquer aux magasins de luxe. Donc on est descendu dans le centre-ville et puis la nuit, on neutralisait les alarmes la nuit. Donc moi, c'est des alarmes, au début c'est les premiers alarmes bidons qui datent, hein. C'est les gros boîtiers extérieurs que si tu rentres, ça sonne fort. Ouais. Donc nous on mettait on montait au boîtier et on écartait au tournevis, on mettait de la bombe polyuréthane dans le truc, ça fait que même si tu rentres, ça éteint là. Ça, c'était les premiers bidons, ça, tu vois. Mais après, je me suis penché sur les alarmes qui sonnent à la police, aux sociétés de surveillance. Ouais. Ça, c'est les alarmes par détection. Et donc, ça, c'est une alarme qui sonne pas directement quand t'es dedans. Ouais, quand même quand voilà, tu peux être dedans et tu le sais pas. Et en fait, ça sonne. C'est pour ça que ce qu'on a fait dans les premiers, quand je me suis penché sur ces alarmes-là, on ouvrait les magasins la nuit, on passait soit par les portes de derrière, par les toits, on trouvait des endroits. Mais une fois qu'on était dedans, on faisait le tour partout du magasin, on sortait, on se mettait plus loin. Soit il n'y avait pas d'alarme, on dévalisait le magasin. Okay. Et si on voyait les sociétés de surveillance ou les flics arriver, on disait « Ah, il y a une alarme ». Et donc j'en avais marre que de temps en temps, il y avait de plus en plus d'alarmes. Et donc je me suis dit « Il faut se pencher là-dessus ». Et je disais toujours « Ce que l'être humain a fait, l'être humain peut le défaire ». Donc je me suis penché et j'ai commencé à étudier le truc. Putain, c'est bien. Mais du coup, c'est-à-dire que la première strat que vous avez, c'est vous rentrez dedans, vous faites genre que vous êtes en train de voler des trucs, et vous ressortez en regardant s'il y a des gens qui... Voilà, t'attends, combien de fois on a vu les flics arriver et on disait « Si on était resté dedans, on était mort ». Ça vous est déjà arrivé d'être en train de voler un truc et puis de rester dedans à ce moment-là ou bien ouais, une fois pour rigoler, c'était au sport d'hiver, on était au sport d'hiver, on avait pété un magasin au sport, on était arrivé sans rien et on a pété le magasin au sport d'hiver et ça sonnait et je disais mais on prenait plein de trucs et mon pote il a l'idée d'aller dans la cabine des CH je dis mais on n'a pas le temps, je dis viens, il dit attends c'est bon, on était dans la rigolade, je dis mais t'es complètement narvalo, viens, je dis arrête ton cinéma, donc il était dans la cabine des CH, on s'essayait, tout, il regardait dans le miroir, je dis allez c'est bon, là on rit. Bon, au début, tu rigoles, mais après, tu deviens sérieux, tu dis, bon, là, si on se fait péter là, on est mort. Donc, bon, il rigole, et hop, on est parti. Mais sinon, non, en règle générale, c'est sérieux, on faisait tout carré. Et encore plus, après, quand je me suis mis à étudier la neutralisation des alarmes, où là, je neutralisais les alarmes, c'est pareil, c'était à l'époque, hein, c'était sur les plaques d'égout avec l'insigne téléphonique, j'ai bien étudié comment neutraliser l'alarme qui sonne au Condé ou à la société civile. Comment tu fais, du coup, c'était quoi les strats Dans un premier temps, tu repères là où il y a ces fameuses plaques. Donc là, c'est quoi en fait? C'est des plaques? Ouais, c'est en fait, quand tu marches dans la rue, tu vois, des fois, tu as des plaques avec l'insigne téléphonique. Ok. Quand tu lèves la plaque, tu as des gros fils, tu as plein de fils, tu as des câbles, tu tiens. Et donc, voilà, et moi, j'avais étudié, et je savais quel câble et quel fil fallait couper pour neutraliser. Et des fois, c'est sur le toit, des fois, c'est dans les compteurs. Donc, en fait, toi, tu t'en fous que l'alarme s'active, en fait, tu veux que le message ne passe pas directement. Voilà, c'est ça. Ah putain, ouais, ok. Je savais comment neutraliser tout ça, et donc je neutralisais quand même par précaution, donc on rentrait quand même à l'intérieur, on faisait le tour partout comme d'habitude, on ressortait, on attendait une bonne heure, quoi, et voilà. Et là, on était sûr que j'avais bien neutralisé l'alarme, et donc on pouvait y aller et on dévalisait tout. Et donc de là, des magasins de luxe, on est passé aux bijouteries de luxe, et donc là, on a sévi dans toute la Normandie, tout le Calvados, toute la Manche, le Nord, enfin toute la Normandie. Sans vous faire attraper tout ça bien. Ouais, non, on se faisait pas attraper. Là. On commençait là à bien monter, parce qu'on investissait aussi dans le donc le montait aussi, donc ça prenait une forme de plus en plus. Quand tu dis on, vous étiez combien un peu à faire ça? On était le noyau dur, on était une bonne quinzaine, on n'est jamais les mêmes. Voilà, et il y avait 5, 6, 7 qui étaient vraiment le noyau dur des cambrioleurs, 5, 6 qui étaient le noyau dur qui vendaient le MH. Et nous, on chapeautait tout ça, on était au moment fort, on pouvait même être une bonne vingtaine à vraiment être actifs. Et après, j'ai relié d'autres des quartiers, parce que quand j'ai fait mes premiers séjours en prison, j'ai relié les quartiers avec certains même avec qui on était un peu en froid. J'ai relié avec les gars de Paris, avec les gars du Sud, après avec ceux du Maroc, d'Espagne et compagnie. Donc pour une sorte d'organisation. Voilà, j'ai fait une espèce d'organisation. C'est là où j'ai créé un espèce de gang. C'était le gang le gilet des gangs, la cité des chétanes. On avait fait un graffiti, la cité des chétanes. Et tu étais de la tour du 43 et tu allais dans cette tour, tu trouvais du
des fringues, des bijoux, des armes, t'avais tout. C'était la tour des miracles. Et donc là, voilà, on montait en puissance et on travaillait, même avec au niveau on travaillait avec les gars de Paris, ensuite avec les gars d'Espagne, et ensuite avec le Maroc. Ça a pris de l'ampleur de plus en plus, quoi. Et comment, putain, c'est bien ce que tu racontes, mais comment du coup ça prend de l'ampleur? Est-ce que du coup il y a un mec qui s'occupe de revendre le truc, un mec qui s'occupe de prendre des stocks? Comment c'est? Oui, en fait, Putain, c'est vrai, gars. on a le réseau des resellers, on a le réseau de tout. Et notre tour, je te dis, c'était la tour, c'était la plus connue de la région. Et tout le monde qui voulait acheter, c'était un coffee shop au niveau du il y avait de tout, quoi. C'est peut-être une question bête, mais les autorités étaient au courant de cette tour? Oui, ils étaient au courant, mais en fait, ils ont jamais... ils savaient qu'on montait de plus en plus en puissance. Mais comme en parallèle, le quartier devenait chaud, il y avait des émeutes, des choses, tout ça, eh bien, en fait, les Schmitt, ils disaient, bon, quand c'est calme, bon, on va pas aller trop... Ils essayaient, hein, ils se sont mis plein de fois sur nous, mais on était très organisés. Et on a eu beaucoup de grosses brigades sur nous, où ils essayaient de nous avoir, ils nous pistaient et tout. Moi, voilà, j'ai le souvenir d'un Condé une fois qui m'attrape dans la rue comme ça, et qui me dit « Ah, t'es un malin, toi. Toi, on avait une dizaine de voitures, tu nous as tous déjoués. » En fait, c'est pas si dur que ça, tu vois, quand tu vas sur tes trucs, tu grilles tous les feux, tu prends les sens interdits, je connais ces taux par cœur. Ouais. Même quand je sortais de chez moi, j'avais des voitures de cachet, je partais dans les caves, par les catacombes, tout ça, dans les cités, par les immeubles et tout. Ils te surveillent dans un immeuble là, et toi, par les caves, par les trucs ou tout, boum, 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 tu ressors par là, ouais. Ils sont dans le... Donc pour nous, c'était banal. On reprenait une bagnole, on repartait. Je regardais au cas où ils avaient trouvé cette bagnole, si elle n'était pas bipée. Ouais. Et je la larguais, j'en reprenais une autre. Comment tu fais pour vérifier si une bagnole elle est bipée? Bah, tu vérifies déjà comme ça, mais pour pas prendre de risque, moi j'en reprenais une autre. J'en avais une autre qui était cachée encore plus loin. Ah ok, donc tu fais un switch de voiture, tu vas pas directement à la destination, voilà. Tu prends différentes voitures. Voilà, je prends différentes bagnoles, tout ça. Quand même l'année que tu prends, tu fais le tour en dessous, partout, tu regardes s'il n'y a pas de bip. Tu essayes de mettre toutes les chances de ton côté pour être nickel. Puis après, quand t'es parti. C'est fou, et comment t'arrives au stade où t'as plusieurs voitures? Du coup, ça veut dire que financièrement, vous arrivez à vous sortir quand même pas mal d'argent avec ces ventes? Financièrement, on était bien, on savait investir. Et puis surtout, on avait des merguez, on avait des voitures volées qu'on replaquait, tout ça. C'était une vie de dingue. Enfin, on avait solution à tout. On essayait d'avoir solution à tout, quoi. Ouais. Mais tu peux essayer, c'est pour ça qu'il y a un gros message aussi à passer à la jeunesse, c'est que tu peux mettre toute ta tête en disant je vais être le plus intelligent, Au final, tu fais tout le temps une erreur, l'erreur ultime voilà. Moi, comme je l'ai dit, je suis passé au magasin de fringues, ensuite aux bijouteries de luxe et tout ça. Et puis je me suis fait une réflexion. On a fait aussi d'abord avant ça aussi, on a fait en même temps que ça, les coffres-forts d'entreprise. On enlevait les coffres, on les découpait sur place. Donc on devenait expert là-dedans. Et moi, je dis les gars, en fait, il faut s'attaquer aux banques. Je voulais pas faire de victimes parce que on se dit en dévalisant des magasins de fringues ou des bijouteries ou des chefs d'entreprise, des coffres-forts d'entreprise, tu fais des victimes. Ouais, c'est ça. Donc, les victimes, c'est les propriétaires des lieux ou des indépendants. Voilà, c'est là que j'ai des... Là, tu t'es dit, je vais attaquer une banque, comme ça, il y a pas de répercussions, en fait. La banque, elle est trop grosse. Ouais, c'est ça. Putain, c'est dingue. Tu parlais de violence tout à l'heure, enfin, d'éviter la violence. Est-ce que c'est un modèle un peu que t'emploies, du coup, ou parfois c'est parti en couille, il y a eu de la violence ou des trucs ou Non, au niveau de la violence, sur les coups, sur les cambriolages, j'ai toujours évité la violence. On ne voulait pas, même si par exemple, on manquait de se faire attraper en flaque, on préférait partir, se faire une course-poursuite, se faire courser et tout ça. On voulait pas de violence. Ouais. Là où malheureusement il y a eu de la violence, c'est la guerre des gangs, où les concurrents, les trucs, la bêtise humaine, de la jalousie, la concurrence, les petites erreurs que certains font, qui amènent de la violence entre gars des gars. Ça, je trouve que c'était bête. Et il y a eu des choses violentes à ce niveau-là. Et même en prison, j'ai vu des choses de fou. Ce qui me fait rire, c'est quand ils disent à la télé, la prison c'est bisounours, ils ont la télé, ils ont les jeux vidéo, mais ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte à quel point déjà c'est violent, à quel point ça fout des vies en l'air. Moi, j'ai vu des gars venir pour même une semaine, 15 jours, un mois de prison, ils ressortaient, ils étaient lobotomisés, ils étaient anéantis. C'est à l'époque du du temps des rois, ceux qui allaient au bagne, ils leur faisaient un tatouage, ils leur faisaient la fleur de lys ici, fleur de lys. Donc ça a été aboli, fini, on tatoue, voilà. Mais moi, je pense que tous ceux qui vont en prison, même une semaine, même 20 jours, comme M. Sarkozy, en fait, ils te fleur de lys le cerveau. Ouais, t'es tatoué à vie. Je sais pas si M. Sarkozy regardera un jour cette vidéo, mais il pourra en être témoin. Inévitablement, t'es tatoué à vie, tu t'y repenses, t'es plus pareil, t'es plus le même. Et tu parles des mineurs qui vont faire même une semaine, 20 jours, un mois, et qui sont dans des conditions pareilles de dingue et tout. Parce que M. Sarkozy, par exemple, lui, il a fait du sport, ou il s'est entretenu, il a fait attention à sa santé. Mais là-bas, ce qu'il y a, c'est ils fument, ils prennent des cachetons. En fait, tu peux rentrer clean et ressortir complètement lobotomie par les cachetons, par la drogue, par les trucs, sans compter les grosses histoires. Moi, j'ai connu des grosses histoires de coups de balafre, j'ai vu des mecs se faire balafrer, se faire ouvrir la joue, la langue qui sortait par la joue, faire éclater la cervelle à coups de poids de musculation. J'ai vu des tas de trucs. Donc c'est la jungle. Et donc quand tu sors de ça, que tu vois tout ça, moi j'ai fait 10 ans en tout, donc j'ai fait
fait beaucoup dans toute la France. Alors, je me plains pas, je me suis jamais plaint. J'ai assumé, quand je suis rentré là-dedans, je savais que comme deux font quatre, un jour ils allaient m'attraper, que j'allais aller en prison. Je faisais en sorte d'aller en prison le moins longtemps possible. Donc après, bon, je me suis évadé, on va y revenir tout à l'heure, mais moi j'assume, et j'ai essayé d'être fort, tu vois, de jamais bu, jamais fumé, jamais drogué, j'ai gardé ma tête, mais j'en ai vu tellement être dégommé, j'en ai vu j'en ai vu mourir et paix à leur âme. Donc je sais que la prison dégomme, quoi. Cette vie de bandit dégomme. C'est pas comme dans les films. Voilà, ça dure pas 1h30, 2 heures, après on rembobine, comme dit mon pote Stomy. Donc voilà, c'est un message à passer à cette jeunesse. Tu dis que tu t'attaques d'abord aux entreprises, ensuite aux banques. Déjà, juste les entreprises, comment ça se passe du coup Tu rentres dans le hall d'entrée, tu y coupes les caméras, il y a plein de caméras dans l'entreprise. Ouais, mais en fait, non, on savait neutraliser les alarmes déjà. Okay. Donc on neutralisait les alarmes. Mais comment tu fais dans une. C'est des grosses entreprises, c'est des gros. Ouais, soit des grandes, des moyennes, des entreprises, voilà, on savait qu'il y avait un coffre-fort. Et donc on neutralisait l'alarme, on niquait le système de vidéosurveillance. Et puis après, une fois qu'on avait fait notre tour partout, on restait 1 heure dehors tranquille. Une fois qu'il n'y avait rien, personne venait, on y allait, puis on était cagoulés et tout. Il n'y a pas plusieurs alarmes à débrancher, par exemple, sur une grosse boîte ou sur une société? Si, il peut y avoir quelques messages, je savais. Avec l'expérience, je connaissais tout sur le bout des doigts. Et une fois qu'on était sûr que tout était neutralisé, on passait notre week-end à défoncer le coffre ou même à l'emmener. J'ai vu emmener des gros coffres-forts. On avait des chariots tout près et tout, des trucs. Et on les emmenait dans les garages du quartier. Et là, on les découpait et tout ça. C'était toute ma jeunesse, quoi. Toute ma jeunesse, je l'ai passé à ça, à cambrioler, à voler, en filouterie, on colle les coffres et tout. Et puis voir la vente du hashish et essayer de faire barrage à ceux qui voulaient vendre de l'héroïne. Parce que les années 90, ça a été un peu le retour. Il y a eu les dans les années 70, 80, il y a eu une petite accalmie et c'est reparti fin 80, début 90. Et donc on a fait la chasse à ça, alors pour se donner bonne conscience, même si nous aussi c'était pas bien ce qu'on faisait. Encore une fois, même si on disait bon c'est pareil que l'alcool et les cigarettes, donc on fait pas pire que l'État. Donc on faisait la guerre à l'État, on disait non pas d'héroïne. Non, mais voilà, tu fais du mal quand même. Donc toute ma jeunesse a été ça. Nous, on vivait l'ascar, on mangeait l'ascar, on dormait l'ascar, on était des lascars jusqu'au bout des doigts. Et je le suis toujours. Et j'ai ça en moi, je suis un lascar, même si maintenant je suis vraiment dans le côté honnête à 100%, j'ai vraiment fait table rase de mon passé, mais inévitablement en moi respire le lascar. Je suis un lascar né, je suis comme ça, c'est moi, c'est David Desclos avec mon passé. J'ai mes remords, mes regrets, mais j'assume. Le plus gros des remords et des regrets, c'est pour ma mère, mon père, ma famille, ma femme et mes enfants, qui eux souffrent. Et donc quand tu vas en prison, les parloirs, tu fais souffrir les tiens, c'est une vie de fou pour eux. Moi, encore une fois, j'assume, j'ai pas de sang sur les mains, j'ai pas tué personne. J'ai fait des victimes, inévitablement, dans le vol, dans la cambriole, ça. Donc ça, je le regrette. C'est pour ça que ce que je fais aujourd'hui dans les écoles, les collèges, les ponts, on va y revenir tout à l'heure, j'essaye de garder une part de mon temps pour rendre quand même, voilà. Bien sûr, ouais. Tu décides petit à petit, vous décidez petit à petit de vous attaquer aux banques. Comment ça marche? C'est-à-dire comment tu arrives à détruire un système de surveillance d'une banque? Voilà, le gang était vraiment complet, on savait qui était qui. Le tri s'était fait avec le temps, les gardes à vue, il y a ceux qui assumaient, ceux qui avaient été en prison, qui assumaient, qui partaient sur ce chemin-là en se disant, voilà, c'est à la vie, à la mort, on se donne nos paroles, à la vie, à la mort, on est ensemble. Et puis là, moi, c'est là où je dis cette réflexion, je dis, on va plus s'attaquer aux bijouteries de luxe, aux entreprises et aux magasins, on va s'attaquer aux banques. Et donc là, ils me demandent, ils me disent, mais comment tu vas neutraliser les systèmes d'alarme de banque? Je leur dis, c'est exactement les mêmes alarmes, c'est pareil. Putain. Et ils me disent, non, ils ne me croient pas. Et donc, je neutralise mon premier système d'alarme d'une banque. Et donc, on fait pareil, je neutralise l'alarme, on pénètre dans la banque, on fait le tour partout, jusqu'au coffre, parce que la salle où il y a le coffre, il y a une porte, il faut aussi la fracturer. Ouais. Il n'y a pas d'alarme à l'intérieur aussi, lui? Il se peut, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Il y a aussi des alarmes sur les distributeurs habillés, des fois, il y a mais je vais y revenir tout à l'heure, pour ça, je connais tout par cœur. Et donc là, on sortait, on attendait une petite heure, personne. Et je leur disais, vous avez vu, comme pour les magasins, les gars. Et là, on rentrait avec tout le matos, chalumeau découpeur, disqueuse. C'est bien quand vous entrez comme ça dedans. Alors, on a les guetteurs, on a minimum au moins 2 guetteurs qui sont placés sur des points stratégiques. Okay. Et les guetteurs sont placés sur des points stratégiques, équipés de talkie-walkie. Enfin, je dis talkie-walkie, nous, on avait les VHF Marines. À l'époque, VHF Marines, c'est les plus puissants. Donc, on avait les 2 guetteurs qui étaient... Et ils vous informent, en fait, si jamais des... Moi, j'ai le mien dans la banque. Moi, je rentre généralement avec 2 complices avec moi. Dans la banque, on est au moins 3. Moi, je suis relié aux deux guetteurs. Et les 2 guetteurs sont reliés à un autre guetteur qui, lui, et à l'époque, c'était comme ça, était branché sur la station des flics. Okay. Vous savez qu'on entendait les flics en permanence, le moindre truc. Ah ouais, on était... Je sais plus comment ça. Vous entendez les radios des flics? Voilà, ouais. J'ai le nom, j'ai perdu le nom, mais voilà. On avait le truc, on était sur la fréquence des flics et il est relié avec les guetteurs. S'il y a une alerte, il nous alerte et nous, on entend tout, tac. Et comme ça, on peut décarpir. Chose qui nous est déjà arrivée. Ça vous est arrivé d'être en plein braquage et d'un coup, tu te dis... On a eu une peur, justement, sur cette première banque.
On était dedans avec le chalumeau découpeur, la disqueuse en train de découper le coffre-fort, et il y a une alerte, comme quoi ils viennent dans le secteur où on est, mais pour la poste d'en face. Et là, moi, j'alerte, et j'ai vécu, le film Hit n'était pas encore sorti, j'ai vécu la même scène. C'est quoi la scène? Il est sur le coffre-fort, au chalumeau, en train de découper. Moi, je suis sur un poste un peu à l'extérieur, et j'entends patrouille de Condé, les Condés déboulent. Donc, je vais voir mon pote, je lui tape sur l'épaule, je lui dis on dégage. Il me dit quoi, il y a rien. Il dit on dégage. On dégage, on se met plus loin, et en fait, Vous sortez de la banque à ce on moment-là. sort de la banque, on se met plus loin, et en fait, j'apprends, c'est la poste d'à côté, parce qu'il y avait l'orage, il y avait du vent et tout ça. Je sais pas ce qui s'est passé sur le système d'alarme de la poste, il s'est déclenché, on sait pas pourquoi. Putain, Et les Condés, on les voit arriver, ils se garent, la banque, elle est là, et les flics, ils viennent autour de la poste, ils se garent, ils font avec leurs lampes comme ça, ils font le tour partout. Nous, on est loin, on les regarde, les guetteurs les voient, on voit tout. On se dit, qu'est-ce qu'ils ils font le tour, et en fait, ils se rendent compte qu'il n'y a rien, ils remontent dans les voitures, ils s'en vont. Bah, nous, on revient, et on a dévalisé. C'est dingue. On a Et vous avez dévalisé. réussi finalement. Ah bon, celui-là, on a dévalisé le coffre-fort, on a pris une belle somme, et hop, on est parti Est-ce éclater. que tu te rappelles combien vous prenez à ce moment-là? Là, sur celle-là, Ouais. c'était en francs transformés en euros, on a pris 300 000 euros. 300 000 euros sur celle-là. Et puis là, ça a été l'enchaînement. Quand là, on a dit, bon, alors. C'est quoi? C'est 3-4 fois plus de ce que vous faites d'habitude? Ouais, bah, c'est surtout plus rapide, quoi, parce que si Ah par ouais exemple, à part les coffres-forts d'entreprise où tu prenais des sommes, tu peux monter jusqu'à 100 000, des fois 150 000, mais sinon c'est 70, 80, 50, des trucs comme ça. Les bijouteries, bah, faut recel, faut revendre les trucs. Voilà, faut revendre. Donc on avait un circuit de recel et compagnie, tout ça. Mais là, banque, c'est et tu prends des belles sommes, parce qu'après, Et puis c'est en cash directement. Enfin, ouais, c'est en cash direct et tout. Et là, bah, on les a enchaînés. Quand on a vu que c'était ça, bah putain, on a. Et quand tu dis enchaîner, c'est-à-dire vous faites que Bah, ça après, ouais, en faisant ça, on a fait aussi quelques grandes surfaces en même temps. Des grandes surfaces où il n'y a pas le vigile. Donc là aussi, on faisait en même temps que ça. Et on enchaînait au rythme de au moins 2 par mois. 2 par Voilà, 2 cases par mois, et tout en investissant dans le RH. Donc on montait dans le tout ça. Ouais. Là, ça a été vraiment, ça a pris une forme. Mais mec, c'est dingue. Ça fait quoi? Ça fait genre 500K. Bah ouais, ça tournait à des belles sommes, mais faut dire qu'on était une équipe de foot. Ouais, parce que, bien sûr. Voilà, c'est dingue. Et tous, on a des familles, des amis, tu vois. Puis il y en a qui sont en prison, on assiste. Il y a les avocats à payer. On assistait nos potes qui étaient en prison. Moi, c'est moi qui m'occupais de tout ça. Putain, tous mes potes qui étaient en prison, on envoyé des mandats et tout. Ah, c'était une entreprise. Hein. Moi, en fait, cette période-là, plus ça montait, plus je me suis retrouvé un peu comme dépassé, parce que là, je le raconte comme ça, mais les gens, même je suis certain que beaucoup de gens vont dire c'est un mythomane immense, c'est pas possible et tout. Ça paraît tellement irréel, et encore, c'est très dur de raconter dans les détails. Ouais. Mais je me suis retrouvé à ce moment-là vraiment la tête éclatée, parce qu'il fallait tout gérer. J'ai eu l'utopie de rassembler tout le monde et pensant que tout le monde allait s'entendre. J'étais utopiste, pour moi, on était tous frères, on avait grandi ensemble. Après, j'ai rassemblé ceux du Sud, ceux de Paris, et avec tout ça, tu sais, ça a monté, mais je me suis retrouvé dépassé par mon idée. Je voyais des guerres un petit peu, enfin des conflits un peu entre certains qui ne s'entendaient pas. Et en fait, j'arrivais pas à faire en sorte qu'ils s'entendent. J'ai eu le rôle pourri, quoi, parce que j'aimais bien les deux camps, j'essayais de gérer, et gérer l'humain, c'est surtout dans ce monde-là, c'est atroce. Et donc, plus on montait, plus ça devenait tellement énorme. Et si je me mettais à raconter en détail, chaque jour, chaque nuit, les gens se diraient non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ils se diraient non, c'est faux. Mais je l'ai vraiment vécu comme une entreprise. Je travaillais la nuit, les cambriolages de nuit, la journée, hop, qu'il fallait gérer. Et encore pire quand on vient un peu avant de ce que je disais sur les magasins, les trucs, tout ça. Énorme ce que j'ai fait. Si je le dis là, les gens ils disent non, c'est pas. La tour, par exemple, on avait pété les appartements qui étaient inoccupés. C'était notre tour. C'était vraiment un truc de fou. Et en fait, on avait des appartements remplis de tabac, remplis d'alcool, remplis de fringues de luxe. Et on avait même du chocolat de luxe pour Noël. On avait de tout. Tout. Et puis sans compter les armes, tout ça. J'avais un emploi du temps, mais de malade mental, parce que j'étais dans tous les groupes. Et ça fait que les mecs, ils venaient me voir, David, viens, hop, je partais une nuit avec un groupe où on dévalisait, hop, on alimentait pour tout le recel. La journée, je repartais dans les vols en filouterie, les volants tout genre, les trucs. Il y a le à placer tout le business du ça a été des mois et des mois. Et quand je suis arrivé pour la première fois en prison, j'avais des cernes. Je me suis reposé pendant 2 jours. Je suis sorti, et en prison, et je vous jure que c'est vrai, en prison, j'ai réinstallé le business en prison. J'étais l'un des premiers. Maintenant, c'est banal. Vous allez sur Internet, vous voyez tout ça. Mais dans les débuts 90, c'était pas ça. Moi, j'ai ramené les premiers on a des grosses livraisons dans la prison. On a vendu du
des fringues, des bijoux partout dans la prison. Et ça, c'était mes premières peines. Et même le directeur en a entendu parler, il m'a transféré disciplinaire au centre de détention d'Argentan. Arrivé à Argentan, j'ai refait la même. Et quand je le raconte, les gens ils disent non, c'est pas possible, c'est pas possible. On a installé dans le quartier les premiers terre-terre, ce que maintenant c'est banal. Ça, Les terre-terre, c'était les plantes de tu sais, c'est les magasins, quoi, comme un magasin. Avant, dans les années 80, tu allais, tu regardes le film des frères Pétard, c'est ton vœu, ils vendaient dans la rue comme ça, discrètement, tout ça. Nous, on a installé les canapés dans les caves, tout ça, boum, boum, dans la cage escalier, c'est avec les guetteurs partout dans la cité, pour pas que les moindres flics qui rentraient, moindres personnes étrangères qui rentraient, c'était nous, on avait d'autres cris, mais tu vois, on s'alertait, tac, 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 on savait. Comment tu fais? Tu dis un mec qui crie et puis tout le monde... Ouais, on avait des cris, des alertes. C'est quoi les cris? On avait des codes en verlan, des choses, l'argot de la rue. On avait l'argot de la rue, tu vois. Ceux qui étaient d'en haut, tu vois, la chave, tu vois, des trucs, la chave, la chave, c'est partez, quoi, tu vois. Okay. Si on criait la chave, tu vois, les decks, les gontés, des trucs comme ça, tu vois. Après, bon, ça a été plus vite, les plus jeunes, ils ont trouvé des méthodes. Et c'était le fameux haha, tu sais, des trucs comme ça, tu vois. Chacun trouvait des trucs, mais nous on a parlé comme ça, en argot de la rue, en argot de lascar, c'était les lascars. Donc on se comprenait direct, il y avait un mot, tac, comme ça, hop, on savait qu'il fallait dégager, tu vois. Tu commences du coup à braquer ces premières banques. Comment ça évolue ça? Est-ce qu'il y a une méthode qui s'améliore ou est-ce qu'il y en a certains qui tournent mal? Comment... Ben non, en fait, l'expérience qu'on a eue dans les magasins de fringues, les bijouteries de luxe, les entreprises, c'est toute cette expérience nous forge, on sait, on connaît tout par cœur et ça fait que quand tu arrives au niveau des banques, tu deviens un expert. Tu vois, et après, première banque, deuxième banque, troisième, tu deviens de plus en plus... Vous en avez fait combien? Expérimenté. Des banques, on en a fait 10, 12 à peu près. Voilà, une dizaine de banques, comme ça. Et là, ça prend, tu vois, tu prends en expérience. Et puis, tu veux tout le temps faire le plus gros coup. Et moi, comme je l'ai dit, je me suis retrouvé dépassé, fatigué. J'avais des potes qui étaient en prison. J'avais été déjà en prison aussi. Comment tu vas en prison la première fois? La toute première fois que je vais en prison, c'est on me reproche une série de cambriolages dans toute la Normandie. Ah oui, tous ces fameux magasins-là. Comment ils arrivent à te relier à chaque fois? Ils me relient sur une affaire. Je suis dénoncé sur une affaire. Voilà, les Condés, ils ont eu un peu de preuves sur des potes à moi, sur le quartier. Ouais, et moi, je suis relié, je suis dénoncé. Ils n'ont pas grand-chose sur moi. Ils n'ont vraiment pas grand-chose. Mais ils savent. Les indices disent que voilà, David Desclos, avec toute son équipe, c'est David Desclos, c'est lui le boss, tout ça. Voilà. Donc ils ont des informations sur moi. Ils se mettent sur moi. Ils me pistent. Je les vois. Et donc bon, ils m'attrapent. Donc je fais une première fois 4 mois en mandat de dépôt. Ils te rattrapent à un moment random ou... Ah bah non, ils viennent chez moi. Chez moi, ils entourent le bâtiment avec la BRI, tout ça, cagoulé, compagnie, tout ça. Ils prennent la cité d'assaut, quoi, tôt le matin. Ils font péter la porte, boum, 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 ils m'emmènent, tout. Et donc là, je fais 4 mois en préventive et je sors de non-lieu, il n'y a pas assez de preuves. Ça veut dire qu'avec tous les cas que tu as fait à ce moment-là, il n'y a pas assez de preuves? Non, pas assez de preuves. Je dis faux enveloppe pour rien. Là, donc ils me mettent 4 mois. Ensuite, 4 mois plus tard, ils viennent me resserrer, ils me rattrapent sur un truc de dingue, sur un truc bidon que je n'ai pas fait, parce que dans le quartier, il y a beaucoup d'agressions. C'est un quartier de fous, hein. Beaucoup d'agressions. Et moi, je passe à ce moment-là où il y a l'agression, et je suis reconnu. Mais j'ai rien fait. En fait, c'est des vendeurs, des consommateurs, qui viennent chercher. Et les mecs, ils les défoncent parce qu'ils disent il n'y a pas de ici, pas de dur ici. Et moi, je passe à ce moment, je suis reconnu. Et là, ils me mettent en prison, alors que je nie tout en vrai. J'ai rien fait. Là, vraiment, pour eux, ils avaient suffisamment pour me mettre au moins un peu en prison. Parce qu'ils n'arrivaient pas à m'avoir sur le reste. Ouais, c'est ça. Ils n'arrivaient pas. Donc, ils me mettent au placard. Et pendant que je suis au placard. À ce moment-là, à peu près. Là, sur cette deuxième, j'ai 20 ans. De 19 à 20 ans, je suis en prison. Et ils viennent me chercher pendant que je suis en détention sur une grosse affaire de série de cambriolages où ils mettent toute ma famille en prison, la famille non pas. Pas en prison, en garde à vue. Ils nous mettent toute ma famille en garde à vue, même ma mère. Sur un cambriolage, ils ont une mèche de cheveux d'un pote qui s'est fait arracher les cheveux en passant par un truc. Ils ont une mèche de cheveux et une empreinte papillonnaire. C'est-à-dire qu'ils ont l'empreinte, mais l'empreinte n'est pas assez sérieuse pour avoir le nom. Et moi, je suis en garde à vue et ils me disent, David, ils ont ma mère pour un petit recel, alors que c'était un petit truc bidon que mon frère avait laissé chez ma mère. Et ma mère, elle est au courant de rien, ça ne veut pas. Okay. Mais ils la mettent en garde à vue. Et moi, ils viennent me voir, ils me disent, David, on a les cheveux et l'empreinte. Dis-nous une liste de noms. Parmi cette liste de noms, tu mets celui qui a les cheveux et celui qui a l'empreinte. On dit pas que c'est toi, on va les chercher, on les interpelle, on en interpelle 10, on leur fait des prélèvements de cheveux et d'empreintes, et comme ça, on les sert. Et toi, je relâche ta mère. Et j'ai pas voulu, j'ai dit non, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Moi j'avais toujours cette méthode, je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne dirai rien, j'ai rien. Ils m'ont dit mais t'es un dingue toi. Ils m'ont mis en garde à vue, ma mère est restée en garde à vue. On a été déférés avec ma mère, mon frère, moi, on a été déférés avec un pote à moi aussi, un autre pote, on était déférés. Et ça veut dire quoi? Déféré, c'est tu passes devant le juge. Okay.
Et c'est le juge qui décide qui va en prison. Moi, j'y étais déjà, donc moi, il me refoute en prison. C'est-à-dire, mon petit frère en prison, mon pote en prison, et ma mère, au dernier moment, le procureur demandait la prison, et le dernier moment, le juge dit « Bon, allez, on voit que vous avez rien fait, madame, on va pas non plus aller... Voilà, je vous mets sous contrôle judiciaire. » Elle est restée 7 ans sous contrôle judiciaire pour ce petit recel, et quand elle est passée, elle a pris du sursis, elle n'avait rien fait. Ouais. Alors, je sais que beaucoup, là, ils vont dire « Oui, les mamans, ils laissent faire, dadida. » Il faut le vivre pour comprendre ce que les mères vivent. Les mères, elles peuvent pas tenir leurs enfants, surtout des remplis de dingueries comme nous, quoi. Voilà, on veut s'en sortir, nous, et nos mères, elles font ce qu'elles peuvent, et elles sont dépassées, elles sont complètement dépassées. Tous ceux qui sont étrangers à ça, qui connaissent pas ça, qui sont des raretés en disant « Ouais, non, il faut leur sucrer les allocs, il faut les foutre en prison, enfin, les mères sont responsables. » Il faut le vivre pour comprendre. Moi, ça me fout des boulots, ça, d'une rage quand j'entends ça. C'est tellement bête, tellement bête. Il existe, j'ai vu une petite minorité de parents qui baignaient dans tout ça, mais la majeure partie, c'est des parents qui sont clean, qui veulent essayer de sortir leurs enfants de là-dedans et qui sont dépassés. Une maman qui vit avec 5-6 gamins et que les plus grands, parce que les plus petits crient et tout ça, les plus grands, ils préfèrent aller jouer dehors. Faut le vivre, c'est une dinguerie, c'est une folie. Et donc, t'es en prison, c'est quoi la suite? Donc je suis en prison, je fais plus d'1 an en prison, j'arrive à m'en sortir sur cette affaire-là, je m'en sors bien, non-lieu encore, et ils n'ont pas de preuves contre moi. Deuxième non-lieu, ok. Ouais, bah après j'ai enchaîné, non-lieu, mais donc ils m'attrapaient à chaque fois que pour des petites conneries dans le quartier, des trucs, des petites dingueries, 2 mois par-ci, je retournais 2 mois en prison pour une connerie de dingue. Une anecdote, les gens vont se dire c'est une folie, mais je vous jure que c'est vrai, j'étais tellement connu, j'avais une voiture de collection. Et mon père, il la prenait pour... mon père, c'était un ancien, mon papa. Et il va à la station-service, ils avaient changé la truc à pompe, c'était les nouvelles pompes, tu vois. Et il met, et pensant mettre le prix, il se trompe, et il se trompe dans le prix et dans le truc. Donc il met plus d'argent que ce qu'il a sur lui. Et donc il va voir le pompiste, et je me suis trompé, et j'ai pas assez. Il dit prenez mes plaques, il a pas ses pièces d'identité, la plaque c'est à mon nom. Il dit prenez les plaques, et voilà, c'est la voiture à mon fils va venir régler, tu vois. Donc moi quand je rentre, en tout cas, je suis dans la folie de tout, et je rentre chez moi, mon père fait Desclos, mon père il m'appelait Desclos, tu sais, Desclos, c'était un ancien mon Honda, tu vois. Il avait connu le 43, Tonneauville, tout ça, c'était les anciens, je respecte, paix à son âme, tu vois, il me dit Desclos, il me dit j'étais à la station là-bas, il m'est arrivé ça, il m'explique, il me dit il faut que tu ailles payer. Je dis ouais, j'irai, ouais, je vais y aller, t'inquiète pas. Et puis moi je suis dans la folie, je crois partout, boum, et puis en fait j'y vais pas. Et un jour ils nous pètent tous ils essayent de nous mettre plein de grosses affaires sur le dos, non-lieu, les flics ils ont pas de preuves, on est en garde à vue pendant 48 heures de garde à vue, rien, on est tous dans les bureaux, il y a rien contre nous. Et il y a un condé, il passe, il fait ah tiens, amène-moi des clos dans le bureau là-bas, je l'ai pour griver le riz d'essence. J'arrive dans le bureau, je m'assois, il me dit ouais tel jour, t'as mis tant d'essence là. Moi je sais que c'est mon Honda, tu vois, que c'est mon daron. Je vais pas dire ouais c'est mon père. Puis je dis, donc je dis ouais, je couvre mon daron. Je dis ouais, ok, vas-y, mets-moi griver le riz d'essence, j'en ai à foutre. Il me met griver le riz d'essence, je passe au tribunal, je prends 2 mois ferme. Putain, c'est terrible. J'ai passé l'été au placard pour ça. Nous on vivait comme ça, c'était nos codes, c'était nos trucs. T'es au Schmitt, tu parles pas, voilà. Donc là je faisais des peines comme ça, tu vois. Donc 2 mois, 4 mois. Mais ils m'avaient pas. Pendant 5 ans, ils m'avaient pas. Ils avaient la rage. Et nous c'est là qu'on a enchaîné toutes les banques. On tapait les banques, les grandes surfaces, on montait. Et là, si je racontais ce qu'on a fait en 5 ans, les gens vont se dire non, c'est bon, il mitonne. Et d'autres anecdotes comme ça, avant qu'on passe à la première arrestation, mais de braquage de banque qui sont bien passés. Ouais, des trucs, des anecdotes marrantes, par exemple. J'ai mon pote, il habitait on habitait la cité HLM, les tours HLM, toujours collés aux HLM. Il y avait les maisons HLM, les petits pavillons de HLM. Et mon pote, il faisait, là, c'était très chaud. C'est des grandes familles, ça, c'est des grandes familles et tout ça. Et mon pote, ses WC, ils étaient pétés. Et il va voir le bureau de HLM, il dit les WC sont pétés. Et les bureaux d'HLM, il dit bah c'est pour vous, vous les avez cassés, vous devez les changer. Et donc ils appellent un plombier pour faire changer les WC, alors que maintenant quand les HLM sont tenus de les changer normalement. Mais là le bureau il dit non c'est vous qui les changez. Donc sa mère elle appelle, elle fait changer. Et c'était en francs à l'époque. Elle avait toujours son billet de 500 francs qu'elle gardé sous son... Lui, il avait des sous pourtant, tu vois. C'était symbolique, tu vois, c'est pour sa mère. Et quand elle se fait changer les toilettes, elle donne son billet de 500 balles. Et quand mon fils y rentre, elle fait « Ils m'ont pris, tu as pleuré, ils m'ont pris. » Alors son fils, il en a redonné, on avait des sous, c'est pas le problème, tu vois. Et il sort, il dit « Ah putain, le plombier, il a pris les 500 balles à ma mère, telle entreprise. » Et je dis « Chiche, on va les rechercher. » Il dit « Ah, vite, il dit « On va les rechercher cette nuit. » Et donc la nuit, j'ai neutralisé le système d'alarme de l'entreprise. On a découpé le coffre-fort et on a pris, bon, il y avait plusieurs passages, mais il y avait le Pascal, le fameux billet de 500, il y en avait d'autres, hein, mais on a pris. Et voilà, c'était pour rigoler. Mais voilà, c'est plein de... Et c'est passé. Ouais, bah oui, c'est passé. On a neutralisé, on a vidé le coffre-fort, et voilà. Je sais qu'il y en a, ça va les faire bondir, on va dire « Ah, le salaud !» Mais c'était notre façon de faire. C'est pour ça qu'on est passé aux banques. Parce qu'après, j'ai eu sur la conscience de m'attaquer aux entreprises, aux bijouteries, aux trucs. C'était des victimes. Toute cette période-là,
On en a eu tellement de choses. Mais tu vois, par exemple, un pote, il vient me voir, il me fait David, je connais un coup, tel truc, dans le coffre-fort, il y a le paquet, mais il faut une voiture puissante, il faut une voiture. C'est pourquoi la voiture? C'est pour emmener le coffre-fort? Ouais, parce qu'il me dit, c'est pas loin, il y a du monde autour, ça peut donner l'alerte, même si on neutralise l'alarme. Si les gendarmes font des. Il faut. Lui, pouvoir tracer. Voilà, lui, ok. il était passionné des voitures puissantes. Il montait jamais sur un coup s'il n'y avait pas une voiture puissante. Ok. C'était sa passion. Puis là, on n'avait pas trop de turbo. Et je dis, bon, bah oui. Et on passe notre temps à chercher et on prend une première turbo. C'était à l'époque les Renault 25 Baccarat. Tu sais, les grosses injections, c'était voilà, ça claquait. On la prend. Quand tu dis on la prend, c'est. On la vole, Ouais, le tube. Je sais pas si tu vois les tubes de parking, des tubes de parking qui font en croix comme ça, tu sais que tu lèves Ok, pour pas que tu passes, tu sais, les tubes. Bah, on les arrachait les tubes, ça fait les tubes, et on prenait dans le Yéman, on pétait au tube, ça pour péter le Yéman, et après on faisait les fils. Tu vois, c'était. Ah, putain, ok. On les volait au tube. Donc, Et t'arrives à faire les fils pour démarrer une voiture comme ça? Ouais, c'est bah ouais, on connaissait ça par cœur. Soit on a déjà les cubes qui sont prêts, les cubes prêts, tu mets les cubes, tac tac, poup, poup, et tu pars. C'était bien au tube parce que quand on cassait le Yéman normalement comme ça, tu vois, quand tu cassais le Yéman, on a eu des potes, les PA leur âme, qui sont morts avec le Yéman qui s'est bloqué et des tonneaux, ils sont morts, tu vois. Donc le tube, au moins, tu prends le volant, c'est comme si tu avais la direction assistée, quoi, tu vois. Ouais. Donc c'est mieux. Donc on fait, et lui il part avec la Renault 25 Baccarat, il part comme un dingue, et pareil, accident, il la mange. Moi j'étais avec ma voyage, je le suis, je le reprends, je dis mais non, on va jamais y arriver. Et donc là, on repart, on tuera une Lancia HF Delta. Ça avait la patate à l'époque, les années 90. Là, Ça, c'est le même jour ou c'est un autre jour? la même nuit, dans la putain, même nuit, tout ça la même nuit. On pète la Lancia HF Delta, on la pète, bam, bam, bam. Il part, et je dis fais-y gaffe celle-là. Il ralentit, j'arrive à sa hauteur, il ouvre la fenêtre, il me fait ah là le démon qui me dit ah là le démon. Et je dis ouais mais calme-toi, n'oublie pas qu'on a du boulot. Mais il repart comme ça avec la Lancia HF Delta. Et d'un coup plus loin, moi, parce qu'il m'a pris, j'arrive bien, la voiture elle était en feu. Il avait tellement chauffé, elle a pris feu par le moteur. Lui là, ils ont sauté, tac, la voiture est partie, pouf, elle a pris feu. Ils sont remontés, je dis c'est pas possible. Et il me dit t'inquiète, je dis on laisse tomber ton truc le temps. Il me dit attends, j'en ai une. Je dis quoi? Il avait de côté une 205 GTI 1,6 litre, ça tape. Il me dit j'en ai une deux. Et je dis tu nous as fait faire tout ça alors que t'en avais dit. Ouais mais celle-là je voulais la garder, fallait que je la refourgue et tout ça. Oh je dis mais non t'abuses quand même. On a pris, on y a été, je neutralise l'alarme, on rentre dedans, c'était un jeu d'enfant de rentrer dans l'endroit. Il y avait le coffre-fort, il était encastré dans le mur. On arrive encastré et on n'avait pas le matos pour Comment tu découper. fais quand t'as un truc qui est encastré dans le mur comme ça? En Ça fait- veut dire quoi? C'est qu'il est vraiment dans le mur? Ouais, il est dans le mur, il est là et quand tu veux le bouger, tu vois, Ah, tu tu vois peux qu'il est pas- encastré dans le mur. Ok, ouais. Et donc nous on n'avait pas le matos pour le découper sur place. Ouais. Et nous on voulait l'emmener, mais on voit qu'il est encastré. Et j'ai mon pote, un autre pote qui était avec nous là, il nous dit attendez, sur le chantier j'ai vu les étais. Je sais pas si tu vois ce que c'est les étais. Bah, tu dois savoir. Les étais pour quand tu fais des constructions, je sais pas, les grandes barres de fer, Ok. tu sais qui te soutiennent avec des planches, tu sais qui est les Ouais, grosses ok, étais. ouais. Et il me dit viens, je vais chercher. Et je dis qu'est-ce que tu fous avec ton été, avec un été, tu vois. Il va dans le chantier, il choive l'été, il prend l'été, il revient avec le grand truc en ferraille, il met, tu sais, c'est des plaques au bout de l'été. Tout ça comme pendant que les armes sont désactivées? ah oui, les armes sont désactivées et tout. Il met l'été derrière, je m'en rappelais comme si c'était. Et il force comme ça, il fait juste ça. Ouais. Ça a été. Même moi, je revenais pas comment c'était simple. Il force. Eh bien, tout le mur de plâtre est venu. Le coffre-fort, il est tombé. C'est ça. putain. Paf, avec un gros bout de mur derrière. Et quand on l'a porté, encastré, il paraissait dur, mais une fois désencastré, on l'a pris à deux, comme ça. Ouais. Hop, on l'a foutu dans le coin de la turboise, hop, et on a été dans les garages, on l'a découpé, et on a pris toute l'oseille. Je raconte ça pour montrer un peu le style de vie qu'on avait avant le plus gros des banques, parce que la suite, c'est 100 fois pire. Ah ouais. La suite, elle est, on y est pour jusqu'à un paquet de temps, la suite, elle est énorme. Hein. Quand on passe aux banques, et les évasions et la cavale, c'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Là, c'était pas un truc de malade de péter un mur? Bah avec non, là, c'était ça. Là, je racontais ça pour montrer dans quel état d'esprit on était. On était jeunes, c'était les grands débuts, on va dire. Ouais. Mais la suite, allez. Vous commencez du coup à faire ces cambriolages dans les banques, c'est quoi un peu la suite? Alors voilà, donc la suite, c'est que on devient vraiment expérimenté. Malheureusement, il y en a certains qui sont tombés en prison pour différentes choses. Donc il faut les assister. Il y a les avocats. On enchaîne les banques. On grandit de plus en plus au niveau du. On travaille avec les Parisiens, l'Espagne, le Maroc, tout ça. Donc ça prend une dimension internationale et tout. Et moi, je deviens, comme je l'ai dit, de plus en plus dépassé par tout ça, fatigué. Surtout, je rencontre ma femme.
avec qui j'étais à l'école primaire, mais que j'ai eu du mal à charmer. C'était la petite sœur d'un de mes potes avec qui j'ai grandi, Nora, d'origine algérienne, tout ça. Donc j'arrive à la charmer, mais je tombe amoureux. Et là où je sens que je me suis trompé. Ouais. C'est inexplicable, mais il y a plein de petites choses qui font que je me rends compte que je me suis trompé de voie, quoi. Par exemple, quand je vois mon pote, quand il découpe les coffres-forts, chaque gars qui sont autour de moi, je me rends compte qu'ils ont du potentiel, qu'ils ont du culot, du talent et que c'est mal exploité. Et moi, le premier, Ouais. je me fais ces petites réflexions-là. Je me dis, purée, c'est quand même dommage. Et quand je vois ceux qui sont en prison en train de purger des grosses peines, je me dis, c'est là qu'on va tous finir, ou morts, ou quoi. Je me dis, quel gâchis. Je me dis, comment faire? On peut plus faire demi-tour. On s'est juré à la vie, à la mort et tout ça. Je me fais plein de ces réflexions-là, tout en tombant amoureux de ma femme. Et je commence un jour, on est à la planque avec tout, en train de préparer des castes. C'est quoi la planque? C'est toujours cette tour là-bas ou bien c'est un autre endroit C'est dans le quartier, en fait, on a le secteur HLM, pourri, tout ça qu'on mettrait, et on a collé au quartier un autre secteur qui est, on dit, que quartier, secteur un peu plus clean, où c'est des bobos, des gens qui travaillent, quoi, tu vois, même si dans le secteur HLM, il y a beaucoup de travailleurs, hein, qui sont à l'usine et compagnie, tout ça, qui travaillent. Et donc voilà. Mais nous, bêtement, on les appelle les bobos. Et donc, on a des planques là-dedans, parce que les flics surveillent le côté HLM et nous surveillent à mort, mais par les garages, par les caves et compagnie, par exemple, on arrive à atteindre, sans qu'ils le sachent, ce secteur-là. Ils ne le savent pas. C'est le même quartier, hein. Mais en fait, tu as 3 quartiers différents. Tu as celui-là, les tours HLM, tu as le côté, l'autre, un peu mieux, on va dire, et le pavillonnaire. Tout ça forme le cas. Et tout ça se rejoint par les caves, par les catacombes, par les garages et compagnie. Et les flics ne le savent pas. Et donc, on a des planques dans les immeubles là. Donc, on est à une de ces planques. Et j'essaye de dire à mes potes, on s'est trompé, les gars, il y a mieux à faire. J'ai envie d'arrêter, il faut qu'on arrête. Et là, ils me disent, mais tu divagues, t'es fou. Ils savent que je suis amoureux, que je suis tombé. Ils me disent, l'amour t'a rendu fou. Alors, je dis, non, pas du tout. C'est pas. Ok, ouais, je suis amoureux, mais c'est une réflexion beaucoup plus. Et ils me disent, mais tu penses à ceux qui sont en prison, on s'est juré à la vie, eux, ils sont en train de tirer des grosses peines, on doit les assister, Et surtout, je me souviens, et ça me tient à cœur de le dire, parce que je me souviens surtout de quelque chose de très important. Lors d'une petite peine que je fais de 3-4 mois, je rencontre un vieux bagnard avec qui je suis en cellule et qui m'explique quelque chose que j'ai grave de plus en plus compris, que maintenant j'essaie de faire comprendre dans les écoles, les collèges, les lycées et les prisons et tout ça. Il m'explique que nous, on pense niquer le système en rentrant dans tout ça. On va niquer le système, on va faire de l'oseille et tout ça. Mais il m'explique qu'en fait, on entretient le système et on se fait niquer par le système. Il m'explique ça par A plus B et là, je prends une claque. Il me dit, mais David, pense à une chose, essaie de te poser une question, à qui profite le crime? Il me dit, en faisant toutes ces bêtises, toutes ces conneries, tous ces trucs que vous faites, les trucs, t'entretiens un système judiciaire. Et il compare ça au système médical, au système militaire. En fait, pour vendre des armes, il faut des guerres. Pour vendre des médicaments, il faut des malades. Et ben pour vendre tout le système judiciaire, il faut des justiciables. Imagine si demain, il n'y a plus de voleurs, plus de renvoyeurs, plus de dealers, plus de braqueurs, tu mets plein de monde au chômage. Les juges, les procureurs, tout ça. Donc, il m'explique tout ça et il me fait comprendre. Là, ça me tilte dans ma tête. Je me dis, mais ouais. Et il me dit, ben oui, vous courez après l'argent pour monter vos projets, alors qu'il faut monter des projets pour faire de l'argent. Il m'explique des choses qu'on ne nous dit pas à l'école. Et je comprends plein de choses. Et c'est là que, par exemple, quand j'entends dans les médias ou même dans les commentaires, ils volent, faudrait les mettre à vie en prison, tout ça. Les gens ne se rendent pas compte qu'eux aussi se font avoir par le système. Parce que les gens tapent sur les petits voleurs, sur les dealers, sur les trucs, tout ça, ils tapent sur eux, mais ils se rendent pas compte qu'en haut de la pyramide, le système deal aussi de l'alcool, des cigarettes, du tabac, et qui tue, qui meurt de cancer et compagnie. Donc le tabac et l'alcool fait plus de victimes que le... Mais il en fait aussi, il en fait aussi. Mais tout ça, tu vois, tu comprends le système. Et ça, quand j'arrive je veux essayer d'expliquer à mes potes, ils me laissent pas le temps de leur expliquer. Ils me disent, ouais, David, il a pété les plombs, il est amoureux. Je dis, ok, David, si toi, tu veux pas tenir ta parole, il y en a encore qui sont en prison, c'est toi et ta conscience. Mais nous, on continue, on va pas lâcher les autres. Donc, je me rends compte que pour arrêter, il faut faire le gros coup ou alors aller en prison aussi. Et puis ok, donc tu dis, pour arrêter, il faut que je fasse un gros coup. Voilà, je me dis c'est ça. Et donc, je mets en place l'attaque du siège social de la...
par les égouts. Je leur montre le coup, j'avais tout préparé et je leur montre plaque d'égout à l'appui. On va, alors on fait plein de repérages dans les égouts, habillés en tenue de plongée et tout, avec des bateaux gonflables et tout. On est dans les égouts, on est là avec des gros bateaux. C'est une ville en dessous, quoi. Tu vois, t'as les noms de rues et tout, t'as des canalisations. On amarre le bateau, on cherche les canalisations qui sont le plus près de la banque, tu vois. Parce qu'on s'était fait cette réflexion, c'est qu'à chaque fois qu'on était dans le centre, qu'on faisait nos repérages, les flics, dès qu'ils nous voyaient, pop, c'est l'équipe à Desclos, ils nous contrôlent, hop, contrôle, main sur la tête, fouille, qu'est-ce que vous foutez ici, qu'est-ce que vous faites là, tata. Alors qu'en allant sous terre, ben ils savent pas. Et donc, il nous arrive plein de dingueries dans les égouts. Hein. À un moment, on est dans le bateau, on est 3 comme ça dans le gros bateau, on rame, on visite les égouts. Il y a une espèce de une grosse bestiole, les rats de gondin d'eau, là, qui sont pas méchants, mais qui font peur. Oh, puis bien, ils tapent, il passe sous le bateau. Et on manque de chavirer, tellement on se dit, c'est quoi là, quel enfer. Tu vois. Donc, et à un moment, on amarre le bateau, on rentre dans une canalisation où on a des bottes et tout ça, tu vois, on a même des cuissards. On avance, mais on avance dans la merde et la pisse, tu vois. On avance comme ça. Et moi, j'ai une barre de fer pour voir, tu vois, et parce qu'on avance dans les canalisations et on lève, il y a des échelles, on lève les plaques et on regarde où on est pour se situer, pour approcher le plus près possible de la banque. C'est ça. Et à un moment, on avance et on arrive dans une cavité et donc ça donne sur une plus grande cavité, mais plein d'eau. Et donc j'enfonce la barre, je vois qu'on peut passer, mais je continue. Et l'autre, il est tellement speed, un de mes potes, c'est un speed, tu vois, il est là, ouais, mais c'est bon avec ta barre là, et il avance comme ça, et pouf. En fait, ça faisait ça la cavité. Tu vois, ça fait que là, et il tombe, pouf, on le voit plus comme dans les frères Pétard. Voilà. Et il relève la tête, il nage, il va jusqu'à l'autre bout et il fait il est tout dégueulasse, plein de merde, plein de pisse. Mais t'es espèce de con. Je dis regarde, franchement. Ouais, même une autre fois où on tombe sur une petite cavité, on monte l'échelle, une petite plaque. Moi, je lève la plaque et je vois qu'on s'est éloigné. Et là, on avait pas, le bateau, il était beaucoup plus loin, tu vois. Et je dis, on va sortir, on va faire à pied parce que tu sais, c'était long dans les égouts. Et donc, on sort. Et moi, je sors un bras, je sors la tête. Tu sais, il fallait sortir comme ça, tu vois. C'était vraiment petit. Et lui, il sort, mais les bras comme ça. Le même qui était tombé, il sort comme ça. Et on était en plein milieu de la route. Il a une belle route quand même. Hein. Et là, ça va, il fait nuit, il est 3h du matin. Mais il est là et il est coincé. Il force, il se retrouve coincé. Et nous, on le regarde. Et nous, on rigole, on est dehors. Et on fait, on va dire, jouer au foot, tu vois. Et lui, il fait, arrêtez, décoincez-moi, décoincez. Donc on appuie, pouc. Et hop, on le refait sortir comme ça. Mais tu sais, c'est des moments de rigolade. Pareil, quand on tombe sur une canalisation toute petite, en rampant comme ça, avec on tombe où il y a plein d'araignées, tout, enfin plein de dingueries comme ça. On arrive à trouver la bonne canalisation, tout. Et là, je monte le plan. Elle est comment elle est proche de la banque du coup? Ouais, c'est une bouche d'égout qui est proche de la banque. C'est sous le bâtiment ou c'est près? Non, c'est près du bâtiment. Ok. T'as le gros bâtiment et en fait quand t'es face au bâtiment, sur le côté du bâtiment comme ça fait comme une espèce de préau. Okay. Et tu viens à 4 pattes comme ça, tu viens et t'as des trappes d'aération, des toutes petites trappes d'aération. Okay. Et quand tu regardes à travers les trappes d'aération comme ça, tu vois tous les coffres forts. Oh putain, tu tombes dans la salle des coffres. Donc d'une logique implacable, t'as la plaque d'égout là, t'as la banque qui est là, tu creuses un tunnel comme ça, tu tombes inévitablement dans la salle des coffres. Donc je leur montre, on a quand même 5-6 mètres à faire de tunnel, mais on tombe dedans. Donc là, ça a été les égouts de l'enfer. On a mis tout en place. C'était en 1998, le week-end de Noël. Le but, c'est d'arriver dans la banque à Noël. C'était un long week-end. Si ma mémoire est bonne, Noël tombait un vendredi, un truc dans le genre. Ça fait que le samedi, ils ne travaillaient pas, ils faisaient le pont. Ça faisait vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Ça rouvrait que le mardi. Donc nous, on est au mois de septembre. On commence les préparations du tunnel. Là, on fait une petite erreur que je ne dis pas, qui est dans le spectacle. J'en ai fait un spectacle. Quand je raconte ça, les gens font « Oh !» Ils applaudissent, ils en reviennent pas. C'est vraiment un gros moment de tout ça. Parce que du coup, tu fais un spectacle aussi Ah oui, je fais un spectacle sur tout ça, ouais. J'en ai fait, mais avec humour et dérision, mais beaucoup de messages. J'ai trouvé cette solution pour envoyer des messages à tout le monde. Donc on rigole, mais ça me permet d'envoyer des messages, de faire comprendre qu'il faut mettre son culot, son intelligence et son talent du bon côté de la barre. Tu fais aujourd'hui encore des prestations, ce qu'on peut Ah ouais, j'en fais partout dans toute la France. Et là, je suis en train d'installer le spectacle à Paris. J'ai fait le Jamel Comedy Club, le Théâtre du Gymnase, Bobino, Palais des Glaces. J'ai fait vraiment beaucoup. Et là, je suis en train de l'installer. On mettra évidemment le lien en première ligne de description si les gens que ça intéresse. Moi aussi, ton Instagram, si jamais pour te retrouver, j'imagine que tu communiques un peu dessus. Voilà. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, on fait toutes les préparations, on prépare tout le matériel et tout. Et donc pendant 4 mois, on creuse. Le truc de dingue, c'est pour creuser Tu sais, quand t'es dans l'égout, je sais pas si tu vois les grands trucs de béton, c'est des grands ronds comme ça, tu vois, et qui sont mis les uns sur les autres, tu vois, comme ça, toi, les grands ronds en béton, tu vois. T'as les canalisations qui partent comme ça, tu vois. Pour aller tout droit, parce que tout droit, c'est la banque, il faut d'abord péter le béton.
Et pour péter le béton, c'est petit, la canalisation elle est petite. Et donc si tu commences, on descend nous, avec les gros lapidaires à découper les routes, on a ça. Mais si tu commences à percer avec la bouche fermée, bah, tu t'asphyxies. Et donc on s'aperçoit qu'on peut, et puis ça fait du bruit. Donc là, t'as la grosse banque, t'as un gros boulevard ici, gros boulevard, une rue là, le centre commercial, c'est assez animé quand même, tu vois. Ouais. Et moi, je dis, on va le faire un dimanche et 2 jours, avec la plaque ouverte. Comme ça, l'autre, il a un masque, mais au moins, la fumée, tu sais, ça aère. Ouais, c'est ça. Mais il me dit, mais David, t'es dingue, un dimanche après-midi, il y a du monde quand même. Je dis, non, on va se déguiser en travailleur. On va mettre des tenues de chantier. On avait l'habitude, à chaque fois dans les villes, quand on neutralisait les alarmes, on s'habillait en tenue de chantier, tout ça. Et voilà. Donc là, on avait les casques de chantier, les cottes bleues, les gilets jaunes, tout ça. On met les plots un dimanche. On avait volé une Clio blanche, une belle Clio blanche avec un gyrophare orange. Hop, on la garde devant comme ça. J'avais les guetteurs qui étaient postés avec les reliés avec moi. Faut être sûr on qu'il y ait avait pas les l'autre flics qui arrivent. voilà, qui écoutait le scanner. Le mot que je cherchais pour écouter les flics, ça, à notre époque, ça s'appelait un scanner. Scanner de fréquence. Ouais. Tu te branches sur les fréquences des flics. Donc ils avaient le scanner, tout, on était tout prêt. Donc on lève la plaque, on met les plots. Ça, c'est combien de temps avant le braquage Là, c'est 4 mois, on est au mois de septembre. Là. Ah putain, c'est Ouais, 4 mois 4 avant. mois avant. Je mets les plots, hop, les casques, on arrive, on se garde, on a tout. J'ai le stylo, j'ai le casque, je fais chef de chantier, quoi, tu vois. Putain, énorme. Et le mec, il descend, il a la grosse disqueuse à découper les routes, là, tu vois. Ouais. Et il me dit, j'y vais. Je dis, ouais, tout le monde est prêt. Les guetteurs, ils sont dans mon oreille. L'autre, il est au scanner en train d'écouter les flics. Je dis, allez, go. Et il y va. Ça fait un bruit, mais de tonnerre. Mais surtout, ça fait de la fumée. Ouais. Une fumée comme une cheminée. Tu sais. Il a le masque, mais et heureusement qu'on a aéré. Il me dit, Vida. Je dis, ouais. Il me dit, ça fait pas trop de fumée. Je dis, non, ça se voit à peine. Je voulais pas. Je sais que je suis quelqu'un. C'est un mec qui a des couilles. Hein. C'est le mec qui était en bas, c'est un mec qui a du cul du coup, mais je voulais pas lui mettre. Je voulais le rassurer, tu vois. Je voyais la fumée que ça faisait. Tu sais, il me dit, waouh. Et moi, t'es là comme ça, tu tiens. Et donc j'ai les guetteurs, tout se passe bien, ouais. Et donc il est en train de découper. Le but, c'est de faire 2 traits pour ensuite tirer les blocs, tu vois. Ouais. Et il fait 2 traits comme ça. Et à un moment, dans l'oreillette, j'entends patrouille de Schmitt. Et les condés qui déboulent, quoi, tu vois, en patrouille normale. Et je dis, c'est pas un appel, scanner. J'appelle au scanner. Il me dit, non, c'est une patrouille normale. C'est pas une alerte du scanner, tu vois. Et je dis, on bouge pas. Chacun garde son poste, on bouge pas. Et j'ai bien fait. Les condés, ils sont arrivés au feu rouge comme ça. Ils nous ont regardés. Ils étaient au feu rouge plus loin. Nous, hop, je faisais ce truc d'écrire. Je faisais le tour avec moi. J'ai été jusqu'à la Clio blanche, j'ai fait mine de prendre un truc. Je regardais, je revenais, tout. Ils sont restés au feu. Hop, ils ont démarré, ils nous ont regardé, ils ont continué leur vie. Ils se sont dit, c'est des travailleurs du dimanche, quoi, tu vois. Putain. Et une alerte, tu sais, un truc, voilà, tu vois. Et donc, on a découpé. Putain, les flics sont passés à côté. Ils sont passés, voilà. Et donc, ça s'est bien passé. Ensuite, on a remis la plaque normale. On est parti, on a tout viré, on est parti avec les clés, les guetteurs sont partis. Et le soir, à la nuit tombée, on est descendu, on a été dans les égouts, on est venu, il avait fait les trous, on a, avec des pieds de biche, tout ça, on a décellé les blocs de béton, comme je t'ai dit, là, c'est des grands ronds comme ça. On les a décellés, on les a mis, parce qu'il y a une rivière qui coule, on les a mis par-dessus, les gros blocs. Ouais. Ça fait que comme ça, au moins, en déblayant, et là, on avait la terre. Ouais. Et comme ça, en déblayant la terre, en ayant mis le béton là, pour pas qu'il y ait trop de risque de boucher les égouts. Ouais, c'est ça, le et but, qu'il n'y ait pas d'alerte. c'est ça. Donc là, tac, on a fait ça. Et là, on a commencé. On a commencé à creuser. On remplissait les sacs, on creusait. On avait les guetteurs avec l'autoscanner. Tout était carré. Et on a commencé à avancer. Et mon pote, il avait fabriqué des petits étais, les fameux étais, là, tu sais, avec les planches. Ok. Donc à chaque fois qu'on faisait tous les 50 cm, à peu près 50, même pas 1 mètre, quoi, on mettait une planche en haut et en bas, planche comme ça, étaient les petits étais, clac, 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 avec les cailles. Ouais. On calait, hop. Et là, on avançait dans le tunnel. Et on avançait, on creusait, planche, étayage, évacuation. Ça, c'est pourquoi? C'est pour que ça. Pour pas qu'il y ait d'éboulement. Ouais, c'est ça, pour que ça reste Dedans, fixe. alors, il y a eu plus loin un éboulement que je me suis mangé. Donc là, on fait ça. Et donc, on faisait généralement 2 nuits de creusage et d'étayage et 1 nuit d'évacuation de terre. Ok, ouais. Et comme c'était long, après, moi, j'ai trouvé la méthode pour pouvoir évacuer par la bouche d'en haut. What? Même si c'était en plein, au milieu d'une herbe, il y avait le grand boulevard, la centre commercial, mais la nuit. Et donc, ce que je faisais, c'est que je levais la plaque, j'avais tous mes sacs de terre avec mon pote, et j'avais été acheter une poussette. Tu sais, c'est les poussettes avec les 4 roues. T'as les landaux, là, tu sais, où et tu coupes le landau, t'enlèves le landau, il te reste plus que la cagette avec les 4 roues. Et j'avais été chercher dans un magasin de pêcheurs des grosses cordes qu'on n'a pas en noir. On a peint la corde en noir, la poussette, on l'a pas en noir. Et sous ce fameux préau, j'avais un pote qui était à l'autre bout. Il était comme ça, relié avec le guetteur et compagnie. Le guetteur, il disait go, dès qu'il donnait le go, on avait le go. Moi, je tirais sur le fil, comme dans la grande évasion. Parce que je préférais que ce soit une poussette qui vient, comme ça, s'il y a une patrouille, chose qui est arrivée, il y a eu des patrouilles qui sont passées. Quand ils nous disaient patrouille, on stoppait tout. Ouais.
Et il y avait que la poussette noire, les condés, ils la voyaient pas. On avait mis des piquets, tu sais, Ah putain, sous ok. le petit préau comme ça. Et elle arrivait droit comme moi, tu vois. Tac, tac, et elle partait comme ça. Ouais. Et qu'ils la voyaient pas, la poussette. Alors que si nous avions vu, nous, au milieu de la poussette, avec les gros sacs, ils nous auraient couru. Donc on a fait ça à chaque nuit de déblaiement, parce qu'il y avait une nuit de creusage et d'étayage et une nuit de déblaiement. On attend. Et on faisait ça. La poussette. Et la poussette arrivait, je prenais les sacs, pam, pam, hop, 2 sacs. Et on avait une camionnette qui était garée là-bas. On remplissait la camionnette. On allait dans la campagne, on vidait la terre. Et ça a été long, pendant 4 mois comme ça. 4 mois, chaque nuit, tout bam, bam, bam. Arrivé un moment, on arrive vers pas loin de la salle des coffres, mais donc t'as la terre, et sous ce fameux préau, c'était des graviers, des espèces de longs graviers. Je creusais, et ça s'est effondré sur moi. Ouais. Tout Putain. s'est effondré sur moi. Poum. Et c'est mon pote qui m'a sorti, on est sorti, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sous ce fameux préau, eh bien, il y avait un éboulement. Ah merde, putain. Ça fait que ça se voyait. Et donc là, tout le monde dit, le coup, il est foutu, David, c'est foutu. Je dis, non, c'est pas foutu. Attendez, j'ai une idée. Le matin, j'ai appelé mon petit frère et un pote à moi. Je les ai mis sur le parking de la grande surface. Ils devaient avoir vu sur le tunnel. Ils voyaient des gens qui passaient sur le trottoir. Ouais. Personne ne se l'a donné que sous le préau, il y avait un éboulement. Et moi, j'ai été dans un magasin de bricolage. J'ai acheté une grande planche. C'est simple, quand je la prenais, elle faisait tout ça, la planche. Ouais. Grande comme ça. Je l'ai achetée. Je l'ai ramené avec des râteaux. J'ai acheté des râteaux, tout ça. Et le soir, j'ai été avec mes râteaux. J'ai raclé le maximum de gravier. Je suis retourné là où il y avait la planche avec mes potes. J'ai fait basculer la planche sur mon dos, comme ça, je dis viens. Mon pote, il me criait dessus, mais tu vas te faire tricard si les condés ils passent en passant le boulot avec ta grande planche. Et donc là, j'ai porté la planche comme ça. Et j'ai un pote, il m'a vu, il a eu pitié, il est venu vers moi, il est venu avec moi, il a dit vas-y, on la prend à 2, on l'a pris à 2, hop, et on l'a ramené le long de la banque, on l'a fait glisser en dessous, et on a ramené tous les graviers. Ah putain, ok. On a bien régalisé tout. Ça fait que on est dans le tunnel. Dans le tunnel, il y avait tous les gravats. On a refait des sacs et des sacs. On a tout. Et là, on était au mur de la banque. On était au mur et au-dessus, il y avait la planche. Et là, on a évacué tout. On a tout évacué. Et là, on a fait sur le mur de la banque, on a fait un carré comme ça à la craie. Et là, on a ramené tout le matériel pour défoncer. On avait fait en voiture bélier, le magasin d'une grosse marque très connue, où il y avait les groupes électrogènes, les grosses carotteuses qui défoncent les bétons. On avait tout ça de côté. Ouais. Et ça, c'était pour l'an dernier. Pour l'instant, on a attaqué avec les grosses perceuses qu'on avait pris dans ce magasin. C'était du gros matériel. Hein. Et là, on commence à percer. Et on était déjà là, 3 jours du week-end de Noël, 3 jours. Et on a eu une première alerte. Dans l'Ouest, ils me disent, il y a une voiture de sécurité qui vient. On a tout stoppé, ils ont fait le tour. Et comme une semaine avant, il y avait eu des travaux. Et on avait vu des gardiens et tout ça. On avait été dans les poubelles, il y avait des trucs de peinture et compagnie. Et pendant 3 jours, il y avait des gardiens dans la banque. Ouais. Et au bout de 3 jours, plus de gardiens, plus rien. Les travaux ils avaient cessé. On s'est dit, ils viennent faire une vérif, tu vois. Ouais. Hop, et ils repartent. Donc ils partent, bon, tant mieux. Et là, le deuxième jour, on reperce, on dégomme pas mal du mur. Tu sais, on dégomme les 20 premiers centimètres, on dégomme. Et je dis à mes potes, si on veut être sûr d'être dans la banque le week-end de Noël, je devais, avant d'abattre les derniers centimètres, neutraliser le système d'alarme. Ouais, c'est ça. On défonce les derniers et on arrive dans la banque, tu vois. Et Ouais. on passe le week-end à défoncer tous les coffres. Il y a 470 coffres clients plus le coffre de la banque, c'est du lourd, quoi, tu vois. Et donc Là, t'estimes à combien à peu près ce qu'il y avait dedans c'était inestimable. Les flics nous l'ont dit, on était sur le casse du siècle, c'était sur un truc de fou. Et en fait, donc on prépare tout ça et je dis à mes potes, on stoppe tout, on branche le groupe électrogène, pareil, avec les câbles et tout dans le truc, et on ramène la grosse carotte, le gros matériel pour dégommer le reste, tu vois. Ouais. Et comme ça, je neutralise l'alarme avant, on dégomme le reste, et Ouais. il fallait aller vite. Et là, on était à 2 jours du week-end, une journée ou 2 du week-end de Noël. Je crois que c'est une journée, parce que je m'évade le jour de Noël. Donc voilà, je fais ça. Et là, je raconte pas en détail, parce que pareil, c'est dans le spectacle. Ouais, bien sûr. C'est hyper fou ce qui m'a. En gros, moi déjà, je me fais attraper dans une voiture pas loin, avec un pote à moi. Les guetteurs, ils arrivent à se barrer. On les balance pas, ils arrivent à s'en sortir. Celui-là qui est au récepteur aussi, tout le monde arrive là-dedans. On se fait attraper qu'à 2. Pour une petite erreur que je dis, là, c'est un film. Hein. Vraiment, les gens, ils vont se dire, c'est un mytho, mais je vous jure que tout est vrai à 100%. Donc, on se fait attraper dans une voiture, mon pote et moi. On est couverts de terre et tout. On arrive au commissariat. Et déjà, avant, pendant qu'il nous sert, moi, il me sert. J'ai un pote, je sais qu'il arrive par là. Il devait venir, il me sert à l'arrière, mon pote au côté passager, et le pilote, il devait arriver. C'était un des guetteurs, il devait arriver par là. Et je savais qu'il arrivait par là. Ouais. Et moi, quand ils me mettent les menottes, c'est la BRI, cagoulé, tout ça. Il me sert, et moi, je dis, allez chercher les mecs qui sont là. J'ai les menottes dans le dos, je dis, les mecs qui sont là-bas, faut vite c'est eux qui nous ont ramenés sur ce coup-là. Allez les chercher là-bas. Ah, putain, c'est pour pas que l'autre... Voilà, parce que je sais que l'autre, il est dans le dos. Et je dis, allez-y, sinon, après, vous allez me demander, moi, je connais pas leur nom. Et il y en a 2 qui partent en compte, mais ils regardent là-bas. Et je l'ai su après.
Je te jure que c'est vrai, véridique. Mon pote, il arrive dans le dos, il est à 20 mètres de tout ça, il voit l'interpellation et il voit les condés qui regardent par là et il part en marche arrière comme ça, il part, il se barre, il saute les murs par là-bas, il arrive à s'en sortir. Et quand ils reviennent par là, il me dit « Ah, tu t'es bien foutu de notre gueule », et il me tabasse un peu et donc il lève les plaques et il voit le tunnel. Et donc ils me mettent en garde à vue. Oh putain. Voilà. Et là, moi, ça va vite. Je suis en garde à vue, je sais que je pars pour le paquet parce que ça fait 5 ans qu'ils me veulent. J'avais déjà été en prison, tout ça. Ouais, je suis ouais. connu comme le loup blanc là-bas. Et là, je dis, il faut que je m'évade. Je sais que je pars pour une peine à 2 chiffres. Et donc, je suis dans la garde à vue, je prépare mon évasion. Déjà, la première chose, c'est que quand j'arrive en garde à vue, je tire mes baskets. Ouais. Parce que si tu gardes tes baskets, ils te tirent les lacets. Ok. Moi, je tire mes baskets devant la porte, comme ça je suis en chaussettes dans la garde à vue. Il me dit ouais, hein, moi je parle pas, je donne même pas mon nom, le gars il tombe là. Mais le lendemain, il m'emmène à la perquisition, et de la façon dont au début, il sert. Et moi, je les mets dans un film. Je leur dis, bon, je m'en fous, j'ai joué, j'ai perdu, je veux juste aller en prison maintenant, moi je vais me reposer là-bas, tout ça. Et... Ok, ouais, putain. Donc là, il m'emmène chez moi. Chez moi, je dis à ma mère, ramène-moi un jogging blanc, tu sais. Pendant qu'il me perquisitionne dans ma chambre, je mets un jogging blanc, et par-dessus, je mets un jogging noir. C'est marrant, ils t'emmènent avec toi dans la perquisition. Ouais, chez moi, ouais, ils m'emmènent chez moi. Pourquoi ils font ça Parce qu'ils veulent que j'assiste à la perquisition, au cas où ils trouvent quelque chose. Je dis, j'ai rien chez moi, j'ai que ma chambre. Ouais. Moi, tout est dans les planques, hein, j'ai rien, comme d'habitude, mais les flaris, j'en ai tellement eu. Et donc là, je mets un gros blouson, tout ça, hop. T'as les menottes à ce moment-là toujours ou bien? Ouais, j'ai toujours les menottes dans le dos, toujours, hein, mais ils me tirent les menottes pour m'habiller, le temps que je m'habille, et on part. Et là, pareil, je les remets dans le film. Je dis, lui manque que j'aille en prison, moi je m'en fous. Tu sais, je les fais style gentil, je fais le style. Et ils se disent, bro, il est loquace, il est gentil, ça va. Tu sais, j'avance comme ça, tu sais, je fais tes menottes, je suis la prison, bro, ouais, bon, va. Ouais, mais quand même, tu vas passer Noël en prison, parce que là, on est la veille de Noël. Et donc, je les mets dans ce moule-là. Ils me ramènent à la PJ, parce que je suis en garde à vue au commissariat, mais ils me transfèrent à la PJ, parce que c'est un stade plus haut, là. Et je suis à la PJ, ils me font ma première dépôt. Et moi, je leur dis, c'est simple, hein. Moi, je dis, j'étais dans mon quartier, j'étais tranquille. Il y a un gars qui est venu, il s'appelle Jackie, il est à la tête d'un gros gang. Je peux pas vous dire non, je le connais que sous le nom de Jackie. Il est venu, il m'a dit j'ai un coup à te proposer, est-ce que ça peut t'intéresser? Viens, je vais te faire voir, il y a un tunnel et tout. J'y étais, j'ai vu le tunnel, j'ai été dans le tunnel, j'ai regardé, je suis ressorti, je dis je te donne ma réponse dans 2 jours, mais j'allais lui dire non. Là, il tapait ça, le Schmitt. Il me fait non, tu vas changer tu vas pas nous. Je dis ouais, vous avez une dépôt, gardez-la maintenant, mettez-moi en garde à vue, je vais en présenter, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Il est tombé dingue, il croyait que j'allais m'étaler, j'ai fait le tunnel, je lui ai fait ça, au revoir, mettez-moi en garde à vue. Et là, il me dit, demain, tu changes ta dépôt. Je dis, rien d'autre, moi, je suis devant le juge et je vais en prison, moi, rien d'autre. Je veux juste aller au placard. Le lendemain, ils viennent me chercher, ils ouvrent la porte, je mets mes baskets, et puis je laisse un petit peu vite fait, clac, et ils me mettent les menottes, et quand ils me mettent les menottes, depuis tout gamin, j'avais une astuce. Si tu te fais claquer les menottes par là, maintenant, ils connaissent le coup, donc je peux le dire. Et tu fais claquer les menottes là, ils claquent, si tu tournes ton poing, eh bien, tu vois, ici, ça fait plus petit que là. Ok. Donc tu claques et comme ça, et il faut faire ça très vite. Il claque, clac, clac, et hop, tu donnes l'autre et il claque, tu vois. Et ça fait qu'après, tu as juste à péter ton pouce, à mettre ton pouce bien, tu vois, et hop, tu peux tirer ta menotte. C'est un coup à faire vite fait, tu vois, je connais ça depuis tout jeune. Et ils m'amènent, et ils me disent, ils m'emmènent dans la voiture pour m'emmener à la PJ, pour me refaire ma dernière dépôt, quoi, tu vois, avant de m'extraire. On est le 24 décembre, la veille de Noël, 9h du matin. Et dans la voiture, ils me disent, tu sais que t'es le nouveau Spadjari de Caen? T'as fait le 20h, il te compare à Spadjari, le célèbre gangster des années 70, qui lui aussi avait creusé un tunnel dans les égouts à Nice. Et je dis, vous savez, Spadjari, je m'en fous. Moi, je suis David Desclos, je veux juste aller en prison, laissez-moi tranquille avec Spadjari. Ah oui, quand même, Spadjari, c'était du lourd et tout. Ouais. Je m'en fous de Spadjari, je veux juste aller au placard, moi. Et l'autre à côté, il avait un petit problème de nez, comme ça, je l'appelais Yin, tu vois. Il me regarde, il me fait, quand même, Spadjari, c'était quelqu'un, c'était du lourd. T'as plus qu'à faire comme Spadjari. Il a mis 4 mois, lui, pour s'évader. Je le regarde comme ça. J'avais la menotte qui était déjà là. Ouais. Je me disais dans ma tête, dans 5 minutes, tu repars dans le client, tu vas m'en faire le malin. Tu sais, là. Il continue, Spadjari. Et l'autre au volant, il me dit, il y en a un qui a réussi à baiser Spadjari à l'époque. Je dis, ah bon, c'est qui a réussi à baiser Spadjari? Moi, je m'en foutais, je les faisais parler. Ouais. Mais c'est qui? On peut pas te le dire. Je dis, dites-moi qui a baisé Spadjari, il est mort, on s'en fout. Non, on peut pas te le dire. Je dis, mais dites-le moi, il est mort. Et là, on arrive devant la préfecture, mais pas de place pour se garer. Ouais. Et moi, je veux pas qu'ils aillent se garer sur le parking, c'est plus sécurisé. Je veux qu'ils se garent dans la rue. Et je vois, il y a une toute petite place entre 2 voitures, mais véridique à 100% ce que je te dis là. Je suis là comme ça, l'autre il bug, il voit, l'autre à côté il fait « Oh cette ville de merde, jamais de place pour se garer !» Moi je l'arrête, je dis « Il y a bien une petite place pour la mettre la voiture là-bas, mais il faut être un fin pilote. Même le meilleur pilote de mon quartier, il la met pas. Mon collègue, c'est le meilleur pilote de la PJ, il la met s'il veut. Ben moi je dis qu'il peut pas la mettre, moi je dis qu'il peut. » L'autre il rentre dans le jeu, il met la première, il fait marche arrière, créneau, pas de direction assistée, il en bave. À l'époque, il n'y avait pas de moyens. Moi, je l'encourage. C'est qu'il va la mettre. Il la met, mais il se bloque. Toute petite place. Là, je les laisse pas réfléchir. Je leur dis, franchement, monsieur, vous êtes un fin pilote. Vous êtes un champion. Franchement, j'aurais pas cru que vous alliez la mettre. Bravo. Revenons à mon mouton.
C'est qui a baisé Spadjari? On t'a dit on peut pas te le dire. Je dis mais dites-le-moi, il est mort. Ils font le tour de la voiture. Ils ouvrent la porte. Je dis vous voulez pas me dire qui a baisé Spadjari? Ils me disent non. Ils me sortent de la voiture. Ils refèrent. On avance vers la préfecture, là où ils ont leur bureau, tu vois. Et tout en marchant, je dis mais dites-le-moi, dites-moi qui a baisé Spadjari, il est mort. On t'a dit non. Vous voulez vraiment pas me dire qui a baisé Spadjari? Non, t'es chiant à la fin. Non, paf. Je pars en courant. Oh, Et là, il court. Il est derrière moi, il fait arrête-toi, je t'en supplie. Arrête-toi, je t'en supplie. Il pensait que j'allais faire demi-tour, il dit bon allez, je rigolais. Il est fou lui, moi je cours, j'ai failli éclater de rire, tu sais. Je reste sérieux quand même, tu vois. Et je me tourne comme ça, je vois l'autre, tu sais, qui avait garé sa voiture dans le... Il court à sa voiture, lui il voulait me courser avec sa voiture, mais il arrive à sa voiture, il se rend compte qu'il l'a bloqué le con, tu sais, qu'il s'est mis dans une... Et là ça lui monte au cerveau, il fait oh, et là il a bugué, tu sais. Moi je continue, je cours, j'ai l'autre aux fesses qui continue, c'est des flics en civil, tu vois. Il court derrière moi, il crie, arrête. Et là, on arrive à la place Gambetta, il est mort essoufflé, il est mort. Je lui en ai mis dans le ventre, tu sais, j'étais jeune, vif, tu vois, jamais fumé, jamais bu, jamais drogué. Là, lui, il voit la BAC, des képis au loin, et il crie « Évasion des clos, évasion !» Mais eux, ils le prennent pour un fou, comme il a sa voix, il a un problème. Moi, je continue. Au lieu d'aller vers moi, ils vont vers lui, ils foncent vers lui. Lui, je l'entends crier « Non, là-bas !» Moi, je les ai déjà mis dans le vent, je suis parti, tout ça. C'est une dinguerie, la suite. J'arrive à me cacher dans un buisson. Il est 9h30 du matin, 24 décembre 1998. Dans le buisson, comme ça, j'ai la menotte qui pend. Je tire la menotte, comme ça, je l'enterre dans le buisson. Je me cache, comme ça, je prends ma doudoune noire que j'avais prêt. Je l'amène parce que le buisson, il est petit. Je mets la doudoune autour de mes jambes. Je fais un gros nœud, comme ça, pour montrer, faire style, c'est un sac poubelle, tu vois, pour pas qu'on voit mes baskets. Puis comme ça, et d'un coup, derrière la grille, j'avais sauté la grille, moi, c'est une résidence privée. Moi, l'inspecteur Fouinet, celui qui me faisait la dépôt, il vient avec sa casquette à l'anglaise, il a un long pif comme ça, il vient derrière la grille comme ça, il me regarde, moi je suis là, je dis il va me voir, je suis foutu, je suis dans un cul-de-sac, je suis mort, tu sais, je suis là, il scrute comme ça. D'un coup, je le vois partir. Je me dis ma vie, il est parti chercher du renfort. Pourvu, avait pas vu. Je suis resté dans le buisson jusqu'à vers 13h30. Très longtemps dans le buisson comme ça. Je voulais pas sortir, tu sais, j'avais l'adrénaline, j'étais là, content de m'en être sorti, tu vois. Je dis dors pas, reste vigilant. Je me rappelle, j'ai vu une dame avec avec une poussette, son enfant, qui est venue, qui mangeait son mari, tout ça. Je voyais un peu de vie dans cette résidence. C'est là aussi que je comprenais aussi, tu vois. Je réfléchissais beaucoup. Je disais, mais tu vois, je les avais bien eus, mais je me disais, quelle vie de dingue. Et puis là, je vois sous un renfoncement une espèce de porte. Je sors, j'ouvre la porte, un local à vélo. Je rentre dedans, je me mets tout au fond, je dors jusqu'à 18h, 18h30. Et nuit tombée, veille de Noël, en plein centre-ville, les gens qui font leurs courses, tout ça, tu vois. Là, pareil, la suite elle est dans le spectacle, c'est une dinguerie ce qui m'arrive pour réussir à atteindre mon quartier, une folie. Quand je le raconte, les gens, ils éclatent de rire, ils ont une folie. J'en garde un petit peu pour si vous voulez venir dans le spectacle, venez voir ça, ouais. Et donc j'arrive à atteindre le quartier, je retrouve mon frère, mes potes, tout ça, ils tombent dingues, et hop, on atteint Paris, là on s'occupe d'une grosse livraison on s'occupe de tout ça. Putain, alors qu'ils me cherchent à Caen, nous on s'occupe d'une grosse livraison. Voilà, un truc de fou, une dinguerie. C'est mon pote qui a des couilles, avec une tu vois, qui ramène tout, qui alimente, alors que c'est chaud bouillant là-bas au Tiécar. Il le fait. Alors ensuite, moi, il me donne de la thune, je pars dans le sud, je vais chez une tante à moi avec qui on n'avait pas trop de temps, parce que j'avais peur au téléphone et tout, donc je vais dedans. Et elle avait une fille, et sa fille vivait dans l'arrière-pays niçois, à la frontière italienne, dans les montagnes italiennes, dans une communauté. Ils vivaient comme les Indiens, dans des tipis, tu sais, dans les temps. Putain, ok. Ils vivaient là-dedans. Et moi, mon but, c'était d'aller chez voir ma cousine. Comme elle vivait là-dedans, ils se alimentaient avec l'eau de la pluie. C'était une communauté, tu vois. What the fuck. Et je voulais prendre ces papiers et pour pouvoir louer une baraque et tout ça, et pour pouvoir faire des banques dans le sud et tout ça et tout. Donc là, un truc de dingue, j'arrive là-bas, c'est les tempêtes de neige et compagnie, j'arrive, et là, une dinguerie, je manque de mourir dans les montagnes italiennes parce que je dois partir en pleine nuit, je me retrouve en Italie dans un village des compagnons du devoir, enfin, un mec qui me recueille dans une crevasse, il m'emmène là-bas. Après, je quitte l'Italie parce que son pote, il veut me balancer au carabinier. Je quitte l'Italie, je vais à Gap, je me refais serrer, une dinguerie, à Gap, je me fais attraper, je suis sous un faux nom en garde à vue, j'arrive à m'en sortir, je pars, alors je suis recherché à Caen, j'arrive à me sortir de Gap, après je pars à Paris, après je vais en Bretagne, on pète les banques en Bretagne, toute mon équipe, on fait les banques en Bretagne. Putain, donc tu continues ensuite à... Ah ouais, quand je raconte en détail la cavale, les gens, c'est une dinguerie la première cavale, c'est une dinguerie de fou. Je fais tout ça, pendant ce temps-là, j'ai tous mes potes à Caen, ils déboîtent, mais ils ont les condos, ils en peuvent plus, les mois passent, ils me veulent.
Les schmics me veulent, donc ils sont sur nous, ils pètent pour le tenir, ils en pètent, ils en mettent plein en prison. Ils viennent les voir en prison, donnez-nous des clos et les mecs, personne parle. Et j'avais des super gars avec moi, quoi, tu vois. Donc les mois passent, mais on voit qu'on se fait affaiblir par les Condés. Il y a un gros qui met une grosse pilule à Paris, il y a des embrouilles. C'est quoi mettre une pilule Bah en fait, il part avec une grosse partie de la caisse. Tu sais. Ok. Et il voit que tout part en couille. Moi, je suis en cavale et tout. Lui, voilà. Ah, il part avec la thune, putain, c'est Il a ouf. une grosse partie, tu vois. Il en rogne tout le long parce qu'il se dit. Il prend combien à peu près? Ah, une grosse. Ah ouais, putain. Bah oui, tu vois, un gros truc, tu vois. Mais bon, il l'a pas emporté au paradis. Hein, voilà, ça commence à se casser la gueule, tu vois. Ouais. J'ai fini ma cavale pour te dire. J'étais avec ma femme, tu vois. J'étais là. J'ai 1 an de cavale où en Espagne, je quitte l'Espagne encore plus tricard qu'à Caen parce que je faisais les hôtels de luxe, les coffres forts, tout ça en Espagne. Un truc de fou ce que j'ai fait en Espagne. Et il m'avait mis mon portrait robot dans les commissariats. Un truc de dingue. Donc j'arrive à quitter l'Espagne. En Suisse, pareil, je fais une dinguerie en Suisse. Il vient chez nous. Donc après, je suis en Normandie et je vois mes potes Saram, il y en a qui sont au placard, il y en a ça, il faut payer les avocats, il faut aider, ils ont les Condés sur le dos, l'alimentation du est coupée parce qu'il y a trop, ça devient une dinguerie, tu vois, c'est vraiment vrai. Et donc, il faut que je remets moi tout seul, je vais faire dans la Manche un gros magasin de luxe tout seul, j'amène au reseller pour aider à payer les avocats, à alimenter, parce que moi, ma cavale, elle coûte cher. Donc, il m'alimente, mais j'ai sur la conscience de prendre beaucoup de sous, alors qu'il y en a qui sont en prison contre C'est ça, eux ouais, aussi. c'est ça. C'est une dinguerie, c'est tellement long à raconter. Et voilà, après je vais en prison. Alors pareil, c'est dans le spectacle, de la façon dont je me retrouve en prison. C'est dans le spectacle, je me retrouve en prison. Ma femme vient me voir à tous les parloirs. Pareil, dinguerie sur dinguerie en prison. Parce que moi, j'arrive en prison, tout ce que j'ai installé dans la prison, donc il y a quand même un peu de qui tourne tout ça. Ouais. Et donc moi, tout ce que j'ai installé dans mes premières peines. Et David arrive, tu sais, il me voit que David est là, c'est David, Moi, en fait, j'arrive en prison avec d'autres idées. Ouais, c'est je veux faire autre chose, faire ce que je fais aujourd'hui, tout ça. Mais eux, ils sont là, il y a toute la dinguerie. Il y a les téléphones portables qui arrivent, tout ça, le truc, David, tout ça, là. Et je me rappelle, j'ai un pote, il me dit, je suis seul en cellule, j'ai réussi à être seul. Il me voit, il me dit, Vida, je peux venir avec toi en l'ulcé. Et je sais que c'est un boucan, le mec, tu vois, c'est un show. Et je dis, non, frérot, c'est mon petit, tu vois. Mais je dis, frérot, j'ai d'autres idées. Vas-y frérot, me laisse pas là, regarde, je viens avec toi. Je dis vas-y, viens, mais au calme quand même. Il me dit oui. Ouais, au calme. Il arrive dans ma cellule, il ouvre son pactage, téléphone portable, bordel, tout ça. Putain, regarde. Je dis non, regarde, j'ai ouvert. Et puis moi, je tombe dedans quand même parce que moi, j'ai ma femme qui m'attend. Elle me dit vas-y, ça craint pas. Je dis à ma femme qui a une cabine, j'appelle ma femme quand même, je m'en sers, tu vois, je suis là. Et en fait, ils ont une histoire. Ceux de mon gang, hein, ils ont une histoire avec une grosse histoire. Il y a des coups de balafre dans les douches, une dinguerie, une grosse bagarre dans les douches, à coups de balafre et compagnie et tout ça. Moi, je suis au sport, je suis à la douche, et je vais à la douche où il n'y a pas le droit normalement. Je montais pour être tranquille parce que j'ai pas le droit juste après. Je suis à la douche, au début, je veux m'engouffrer dans les douches où ils sont. Je dis tiens, je vais y aller avec eux. Ah, je dis non, ils vont faire encore le bordel. Moi, j'ai pas le droit après, je vais plutôt. Et en traite, sans que le sang y voit, je vais à l'autre douche qui a pas le droit. Hop, et je prends ma douche, je fais vite, tranquillement. Je prends ma douche, tout ça, mais j'entends du bois dans les seaux. Ouais. Et je sais pas ce qui se passe. En fait, il y a une grosse embrouille entre gangs, il y a un coup de balade de fou. Et quand je sors de la douche, silence, la prison est dans un silence de dingue. Je descends les marches, le sang, il me voit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il croyait qu'il avait mis tout le monde en prison, dans les cellules, tu vois. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, calmez-vous, c'est mon calme. Je le connais bien, je dis, calmez-vous, j'étais là-haut parce qu'il fallait aller vite, j'ai pas le droit après. Il me dit, femme, vite, tu sais pas ce qui s'est passé, tu sais pas. Je dis, calmez-vous, moi, je le calme. Il arrive dans ma cellule, il veut m'enfermer, moi, je sais que j'ai pas le droit. Et comme il me dit qu'il y a une dinguerie, je dis, ça y est, mon parloir, il va sauter. Je dis, attendez, je mets le pied, il me dit, attendez, seulement, je prends juste mon sac de parloir. Et je pose mes affaires vite fait, je prends mes affaires. Il me dit, non, Desclos, je peux pas. Je dis, arrêtez sur moi, arrêtez. Je prends le sac, je sors de la cellule. Il me dit, mais, je dis, j'ai parloir. Il me dit, vite, c'est chaud. Je dis, qu'est-ce qui est chaud? Je descends les marches, poum, j'arrive au rond-point. Philippe, je le connais très bien, Philippe me voit, il me fait, qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'ai parloir. Il me dit, vite. Et je vois la directrice qui arrive et tout ça. Je la vois avec toute une... Et moi, comme un con, j'étais tout le temps en train de délirer. Je la vois, je dis, Ti, tu sais, je rigole, tu sais, je dis, Ti, vous, tout ça. Elle me regarde d'un air sérieux comme ça, tu sais. Je dis, oh, elle a peur de rigoler. Il ouvre, il me dit, arrête. Sûrement, je le connais bien. Il me dit, fais pas le con, Vida, fais pas le con. Il ouvre la grille, il m'envoie dans le tout vers les parloirs. Et j'arrive à aller au parloir, in extremis. Après, toute la prison est bloquée. Toute la prison bloquée et tout. Donc, in extremis, j'ai fait vite, j'arrive au Loire-Pas. Je suis au Loire-Pas, je fais mon parloir normal et tout. Je sors du parloir, il y en a qui partent en petite galerie, en haut quartier, tout ça. Moi, je suis l'un des seuls qui va en grande galerie, là où il y a eu tout le boucan. Il y en a un ou deux avec moi, ils sont au rez-de-chaussée, ils les renvoient dans leur cellule. La date, c'est ta. Desclos,
vous me le mettez cellule d'isolement là-haut, là, vous le remettez pas dans sa cellule. Parce que le mec qui s'est fait balafrer, il avait annoncé comme quoi il y avait des portables, tout ça dans nos cellules et tout ça. Ah putain. Et donc moi, ils me foutent dans une cellule d'isolement, pas de chiottes, inondé, de la merde, une merde la cellule. Je vois, je suis là dans la cellule, je dis, j'ai rien fait, qu'est-ce que je fous là? Il me dit, attends, c'est chaud, il y a eu de la balafre et tout ça et tout. Et donc j'ai vu qu'ils sont au tarmi, ils vont passer en comparaison média, tout ça. On sait pas qui a fait quoi, on n'a jamais su qui a fait quoi dans tout ça, tu vois. Voilà, mais c'était très chaud. Donc moi, je suis là-dedans, je passe une semaine là-dedans et il fouille ma cellule, il la démonte, le chiotte, la télé, il la démonte entière. Mon pote, il m'avait dit, le portable, il avait fait au couteau, il avait fait un trou dans le matelas, mais ça se voyait vraiment pas. Et il avait mis le portable là. Mais normalement, une fouille, tu le trouves. Ouais. Donc moi, je dis, bon, on est clean, mais je savais que mon pote, c'était un bon, tu vois. C'était le sien et il m'a toujours dit, David, t'inquiète pas s'il y a quelque chose. Moi, j'ai appelé que d'une cabine, il n'y a rien qui me reliait. Il me dit, David, s'il y a quelque chose, je sais que t'as une grosse peine. Moi, j'ai qu'une petite peine, je me prends tout sur les reins, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Je dis, vas-y. Et je sais que c'est un mec bien. Donc j'étais là, dans la cellule, une semaine pas. Et au bout d'une semaine, le soir, il ouvre la porte, il me dit, bon, c'est bon, tu peux réintégrer, on n'a rien trouvé dans ta cellule. J'arrive dans la cellule, mais tout était en dessus-dessous, tout était par terre. Il ferme la porte, moi, j'attends, je vais à l'œilleton, avec l'aiguille, j'ouvre l'œilleton, je vois, il s'en va, je vais au matelas, je regarde le portable. Et il m'avait dit, David, je mets tel numéro de code, un truc de dingue. Je mets ça en numéro de code. Je range la cellule, une semaine passe, je touche pas au portable, tu vois, j'attends un peu, tout ça. Je vois que ça reprend normal, je prends le portable, je le rebranche, clic, clac, clac. Le code. Je dis, qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais moi, j'étais tellement dans le speed. Qu'est-ce qu'il m'a dit comme code? Puis de toute façon, je veux pas, ça amène des problèmes. Je le vends à un mec qui arrive de transfert, qui est en transit, qui doit repartir. Ouais. Il est là pour quelques jours. Et je dis, bah, j'ai un portable, mais j'ai pas le code. Tu le veux ou tu le veux pas? Il me dit, ouais, je prends, je vais essayer de trouver. Je dis, vas-y, on fait un prof. Il fait, il trouve au bout de 2 jours le code. What? Il passait ses nuits à faire toutes les solutions. Mais une folie, le mec, la patience qu'il a eue. Parce qu'après, mon pote, il a été libéré. Ouais. Il vient derrière le mur. Et je dis, c'était quoi le code? Parce que l'autre, il est parti en transfert. Ouais. Il me dit, je t'avais dit, le numéro de nos 2 cages d'escalier. Ah ouais, putain. Je dis, c'est rien, il est parti. Mais moi, après, j'ai su qu'il avait trouvé le code. Ouais. Et ça, c'était que mon premier moment d'arriver en prison. Ça s'est enchaîné pendant 5 ans. Mais pendant ces 5 ans, j'écris mon spectacle et je joue mon spectacle dans les promenades. Le mot se fait. Je suis celui qui anime la promenade. Je raconte mon évasion, je raconte la cavale, je raconte tout ça. Ça se fait. Ils mettent la promenade du Comedy Club, j'écris tout. Et là, je sais, j'écris plein de scénarios, j'écris tous mes projets que je suis en train de faire aujourd'hui. Je sais qu'il y a plein de choses à faire. Et je sors, ma femme m'a attendu pendant 5 ans, je prends ma femme, hop, je vais travailler, tout, tac. En traite, je vais à Paris parce que j'ai pas le droit. Je monte sur scène, je fais mes premières scènes ouvertes et tout ça. Ma femme tombe enceinte, on commence à être bien. Tu sais, moi, j'ai les idées de ce que je veux. Et là, au bout de quelques mois, mes potes viennent me voir, ils me disent, David, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, rien, les gars, moi j'essaye d'expliquer. David, t'as pété les plombs. Et les autres qui t'ont aidé quand toi t'étais en cavale, ils sont encore en prison, on a besoin de toi. C'est toi qui étais le meneur de tout ça. Tu dois nous aider, tu peux pas faire ça. Entre-temps, il s'est passé tellement de dingueries. Et donc je m'aperçois qu'en fait, il faut que je les aide. Tu sais. Et je dis, écoutez les gars, on va déterminer une espèce d'amende d'honneur, tu vois, une somme d'honneur, où je vous donne cette somme, et je vous dois plus rien. Et on assiste ceux qui sont en prison, de tout le monde, voilà, et on est bien. Ils me disent, bah, si tu veux la jouer comme ça, vas-y, Vida. Au moins, ça montrera que t'es un homme, que t'as qu'une parole. Je dis, on la joue comme ça. J'ai qu'une parole et je vais pas vous laisser. Et là, je mets en place tout un système tout un trafic de international. J'avais tous mes plans du Maroc, d'Espagne. Et donc, je commence à ramener du avec les bagnoles, enfin voilà, les go fast. On ramène du je commence à ramener, je commence à atteindre ma somme. Moi, j'en profite inévitablement. T'es là, tu fais. Ouais. J'ai même un pote qui est dans la merde, qui est sur une grosse affaire. Il a une grosse dette d'honneur, il faut que je l'aide. Voilà. Et il me dit, je vais aller au braquage. Je dis, on va pas au braquage, je vais t'aider aussi, tout ça. Donc, on fait tout ça. Et comme par hasard, le Maroc qui veut rentrer dans la communauté européenne. Ouais. À l'époque, c'est en 2006-2005. Ils veulent rentrer dans la communauté européenne. Et les Européens leur disent, OK, vous voulez rentrer, mais montrez-nous que vous n'êtes plus des dealers. Montrez-nous que vous vendez plus de... Ouais, c'est ça. Et donc à la télé, si tu regardes dans les archives de l'époque, ils montrent tous les champs de pavots dans le Rif là-bas en train de brûler. Ils font brûler tout. Ils veulent rentrer. Mais les Européens les ont bouillés, ils les ont pas fait rentrer quand même malgré ça. Putain. Mais ça a donné une pénurie. La fameuse pénurie de 2006. Tu trouvais pas un gramme de nulle part, ni en Hollande, ni partout. C'était la pénurie du siècle, et on l'a appelée cette pénurie. Tu trouvais rien. Et moi, il me fallait du truc. J'étais en connexion avec mon pote, Fred, qu'on appelait Pablo. C'était son surnom, il était en Espagne. C'était un gros, hein. Il trafiquait avec les Colombiens, les Espagnols, les Marocains. C'était du gros, Fred, très très lourd, on l'appelait Pablo. Et j'arrive à rentrer en contact avec lui. Je vais le voir en Espagne, et je dis, t'as, il me dit, bah ouais, moi j'ai enquillé, mais j'ai ce qu'il faut. Voilà. Je me
mets en bise avec lui, on commence à ramener. Je prends l'avion, je vais à Barça, j'ai les voitures qui doivent venir, ils doivent être chargés. Et en fait, elles sont pétées à Bordeaux. Ils sont pétés, c'est les merguez, hein, c'est des voitures puissantes, merguez. Et on m'appelle, on me dit, attends, on a besoin de 10 jours pour te récupérer d'autres bananes pour faire. Je dis, j'ai pas le temps. J'avais dit à mon pote qui voulait aller braquer. Et je dis, quoi qu'il arrive, dans 2 jours, je suis là, fais rien, je règle ta dette et je règle la mienne en même temps. Il me restait plus grand chose à régler. Et donc, je dis aux autres, à Pablo, tout ça, je leur dis, dans toute la quantité qu'ils avaient, je dis, t'as du seum, tu sais, c'est la qualité extra. Il me dit, ouais. Et je dis, je vais dans une grande surface, j'achète une grosse valise, et je dis, remplis-la. Il me dit, mais t'es un fou, tu vas passer comment? Et je dis, t'inquiète, remplis-la, je vais passer par les trains. Il me dit, non, il y a eu les attentats en Espagne, ils ont mis les portiques de sécurité, tu peux pas passer. Je dis, remplis, je passerai quand même, t'inquiète. Moi, il m'appelait tout le temps le ouf, le fou. Et je dis, remplis. Il remplit, mais 25 kilos de seum, mais qualité extra. Ouais. T'arrives en pleine pénurie là-haut avec ça, c'est comme si tu montais 200 kilos, tu vois. Donc, je prends la valise, je leur dis, emmenez-moi à la gare. Il me dit, mais Vida, tu peux pas. Je dis, emmenez-moi. Ils m'emmènent à la gare. Et effectivement, on trouve tous les Schmitt, les portiques, tout ça. Et je dis, allez les gars, j'y vais. Je passe, je vois, pas possible de passer, tu vois. Ouais. Je fais tout le tour de la gare, j'éclate les grillages, je passe la valise, hop, et je joue au loup avec les personnels, tout ça. J'arrive dans la gare, j'arrive à rentrer, et j'arrive à prendre un train. Et pam, là, il m'arrive plein de trucs, le train, plein de bordel. Mais j'arrive à passer, je suis à Cerbère, en France. Et là, je me dis, j'enterre, j'essaye d'appeler mes potes, quelqu'un. Et je vois, train, un qui part à Montpellier, un train de nuit qui part là. Et ce train, il y a même, dans ce billet, il y a même une chambre de quoi prendre une chambre d'hôtel. Je dis non, je vais prendre ce train-là. Je prends ce train-là, vide le train. Ça. Avec la valise ou? Avec la valise. Oh putain. Je mets la valise dans le truc là et je m'assois. Je suis fatigué, en face de moi, il y a un bonhomme. Et là, paf, j'ai entendu mon gant, la douane volante. Tu sais, quand tu vois le pantalon rouge, avec les liserés rouges, douane volante, t'es mort. Il faut, je suis mort. Ils fouillent, ils ouvrent la valise. Oh! Ils viennent, c'est à qui cette valise? Je dis, je sais pas. Oh. Le mec, il vient de serrer la main au mec, c'est un flic en civil. Ouais. Oh putain, à l'enfer. Ouais. Moi, il me demande mon nom, je donne mon nom, David Desclos. Est-ce que vous allez me suivre? Garde à vue, moi je nie en bloc, je nie. Hop, ils me mettent en mandat de dépôt à Perpignan. Je fais 1 an à Perpignan. Ils me transfèrent à Draguignan. Et Draguignan, je refais 1 pige. Putain. Et tous les 4 mois, ils devaient me libérer. Je passais devant le juge, parce que je nie en bloc. Le juge disait, moi je vous relâche, vous avez une femme, une fille, il n'y a pas de preuves pour... Moi je dis, la vérité, ce n'est pas à moi. Tu vois, il n'y avait pas de caméra à l'époque. Il n'y avait pas de caméra dans les halls de gare. À cette époque-là, c'était une dinguerie, tu vois. Mais maintenant, bien sûr, il y aurait les caméras, je suis mort dans le film. Mais là, il n'y avait pas de caméra. Donc là, moi je niais. Je dis, qui veut dire pas d'empreinte, pas de caméra? Parce qu'à chaque fois que je prenais la valise, je faisais attention, je faisais gaffe, je faisais tout le temps gaffe avec ça. Je l'ai mis, je l'ai essuyé. Quand je l'ai mis dans le truc, je l'ai essuyé. Et le Schmitt, en civil, m'a pas vu monter la valise. Donc pas de preuve. Donc lui, il disait libéré. Donc libéré, j'arrivais en détention, il fallait attendre 10 jours, délai d'appel. Délai d'appel, j'attends 10 jours. Et si, au bout du 10e jour, minuit, le procureur n'a pas fait appel, tu dois être relâché. Donc j'attends, 9 jours, 23h40, la porte qui s'ouvre, clac, clac, Desclos, greffe. J'arrive au greffe, le procureur a fait appel, vous passez en appel à Aix-en-Provence. Hop, je repasse en appel, confirmation du mandat de dépôt, 4 mois. 4 mois plus tard, rebelote, je vous relâche, le procureur a 10 jours pour faire appel. 23h45, clac, clac, Desclos, greffe. Les mecs, ils tapaient dans les portes, c'est inhumain ce que vous faites, tout ça. Moi, j'y allais, j'avais envie que de craquer, tu vois. Bien sûr. Le procureur a fait appel, je partais en appel, clac, 4 mois, tous les 4 mois comme ça. Une fois, même, il me disait, donnez qui vous a donné tout ça? Vous avez une fille, tout ça, un bébé, ma fille était née, tu vois. Je dis, j'ai rien à voir, ce n'est pas, je niais, tu vois. Et au bout de 20 mois, pareil, 23h50 quasiment, clac, clac, Desclos, greffe. Ouais, c'est ça, ouais. Tu descends, j'arrive au greffe, et là ils disent, le procureur n'a pas fait appel, vous êtes libéré. Ah putain. Et il me dit, mais on est à Draguignan, il n'y a pas de bus, pas de train, il n'y a rien, c'est le désert total. Vous nous signez une décharge pour faire une nuit ici, parce que si vous arrive quelque chose, c'est pas notre ressort, non, vous devez être libéré. Signez une décharge et vous êtes libéré demain matin, au moins il y aura des trains et des... Il dit, je signe rien, donnez-moi toute ma fouille. Ouais, c'est ça. Je sors, et il me dit, mais il n'y a rien. Je dis, t'en fais pas, au moins il n'y aura pas la prison. Ouais, c'est ça. Je sors, la porte s'est ouverte, je sors, il y avait un espèce de bar ouvert, j'ai appelé ma femme, j'arrive. Elle était toute contente, tu sais, voilà. Ouais. Et là, j'ai marché. J'ai marché, jusqu'à l'autoroute. Sur l'autoroute, j'ai marché jusqu'au péage. Arrive au péage, il y a une bonne femme qui est arrivée. Je dis, madame, je vous le cache pas, je vais pas vous mentir. Voilà, je suis un ancien détenu. Je sors de prison, je veux aller. Si vous avez peur, je le comprends, mais je suis pas quelqu'un qui s'attaque Moi, j'étais sans armes, sans violence. Avec moi, vous risquez.
Elle m'a dit, montez, monsieur. Ah putain, incroyable. J'ai mis, bah ouais, j'étais fond, et j'ai dit voilà, et c'est vrai, jamais j'aurais fait quoi que ce soit avec ça. Et donc elle m'a emmené jusqu'à, et là j'ai pris le TGV, je suis rentré, j'arrive à Caen, je vois ma femme, ma fille, que j'ai pas vue parce que dedans, tu sais, tac, tac, je suis heureux, et là je vais voir mes potes, je leur dis les gars, je vous dois plus rien. Ils disent non David, t'es un bonhomme, c'est nous qui te devons. Je dis non, vous ne devez plus rien les mecs, on se doit plus rien, j'ai d'autres projets, la seule chose que je veux entendre c'est que je vous dois plus rien, tu nous dois plus rien, on se doit plus rien, hop, on se quitte en bon terme. Longue vie. Je prends ma femme et ma fille, j'attends. Incroyable. Voilà. Et là, je travaille grâce à mon pote qui me fait rentrer dans les énergies renouvelables. Je travaille comme commercial et tout ça. Et d'un coup, je passe dans le sud pour cette affaire-là. Tu sais, je passe. J'arrive au tribunal, mais je savais qu'ils allaient m'éclater. Je savais, comme tu parles pas, tu dis pas les noms, tout ça. Moi, je dis, les 25 kilos, c'est un grand noir à Barcelone qui me les a donnés. Je sais pas son nom, rien à vous dire, je sais pas. Et ils ont fait une petite erreur dans mon dossier. Ils avaient pas envoyé ma convocation à la bonne adresse, donc j'ai pas pu avoir le bon avocat au bon moment. Mais j'avais prévu mon pote qui était sur le moto à la sortie du palais de justice, tout ça, je savais. Et donc là, le procureur se lève, il demande 7 ans ferme. Il me dit, monsieur Desclos est irrécupérable, il parle pas, il dénonce pas. J'ai essayé de dire quelque chose, mais ils l'ont mal pris. J'ai dit, vous savez, ne pas dénoncer, déjà pour les représailles, mais par le code d'honneur. Le code d'honneur, ne pas dénoncer. Ne pas dénoncer, c'est un acte d'héroïsme. Ouais. Mais quand ça vous voulez, là, mais on peut avoir un code d'honneur. Ça devrait être obligatoire. Si tu veux pas dénoncer, c'est ton code d'honneur. Où est passé le grand temps où les grands héros de la résistance te défenestraient pour ne pas avoir à balancer. C'est un code d'honneur. Mais j'ai essayé de m'expliquer, ils l'ont mal pris. Le juge, il me met 5 ans ferme. J'avais déjà fait 20 mois, mais là, je suis parti en courant, je suis monté sur un autre. Et je me suis évadé, il pas dit. Et donc là, je suis reparti en cavale. J'arrive à Caen. J'ai pris ma femme et ma fille, on est parti à Paris. Sous un faux nom, j'ai pris un appartement. J'avais juré à une femme que je ferais plus grand chose. Je dis voilà, je vais essayer je veux plus rien faire. Je vais vraiment être honnête. Je vais monter sur scène. Et donc, la seule chose de malhonnête que j'ai fait, c'est j'ai falsifié les diplômes d'une cousine à moi, qui était infirmière. J'ai falsifié ses diplômes. Je me suis fait engager dans une société. J'avais vu une société d'ambulance attachée au SAMU de Paris qui cherchait ambulancier qualifié. Donc, j'ai avec mon diplôme et tout. Je me fais embaucher. Je me suis fait embaucher avec mon faux diplôme, tout ça. Et là, je me suis retrouvé embauché dans cette société d'ambulance, en train de faire des SAMU dans tout Paris. C'était attaché au SAMU de Paris. Et voilà, j'ai appris le métier sur le tas. J'avais jamais fait ça. J'avais même pas le brevet de secourisme. Même ma femme me dit mais t'es fou. Et en fait, j'ai parlé d'elle parce que j'ai pris une leçon de vie. Parce que d'aller aider les gens, des personnes qui étaient en AEG, je savais pas ce que c'était qu'un AEG, altération de l'état général, apprendre à mettre de l'oxygène, apprendre à prendre l'attention, plein de choses, tu vois. Et surtout, aller sur des SAMU, toutes sirènes hurlantes, rechercher. J'arrivais les Champs-Élysées en sens interdit, tout ça. Moi, j'étais un pilote, tu vois. Le mec, quand il m'apprenait, il me dit alors attends, je vais te montrer. Alors, tu vois, tu mets le 2 tons, là, c'est pas là, tu grêles le feu, tu regardes, même si t'as le 2 tons, tu regardes quand même, tout. Je dis oui, dans ma tête, je dis passe-moi le volant, tu vas voir. Une fois que j'ai eu le volant, il était là, il dit t'es un fou. Je faisais attention quand même, tu vois. Mais je faisais, à l'heure où les autres équipes faisaient un SAMU, moi j'en faisais 2, tu vois. J'en faisais partout. Les motards m'arrêtaient. Stop. Moi j'avais les feuilles de SAMU. J'espère que vous êtes sûr du SAMU. Je dis oui, AEG là-bas, on vous escorte. Ils m'ont escorté des Champs-Élysées jusqu'à l'hôpital américain. Avec les motards. Je me dis mais c'est un film. T'es là, recherché, avec les motards et tout, tu sais, une dinguerie, tu vois. Donc là j'ai fait ça. Et le soir, je montais sur scène, je racontais sous le nom de Pinlu, l'envers de Lupin, parce que moi on m'appelait toujours Pinlu, Lupin, tout ça, tu vois. Donc sous le nom de Pinlu, je faisais les scènes ouvertes, Théâtre du Trévise, le Changeman Comedy Club, les débuts du Jamel Comedy Club, le Point Virgule, les scènes ouvertes, tu vois. Les gens ils disaient, moi je racontais ma première évasion, les gens ils rigolaient, tu vois, mon évasion. Et là, les gens ils disaient, la suite, ils disaient, je peux pas, je suis en cavale, à bientôt. Et je repartais en cours, les gens ils rigolaient, ils tapaient des mains. Là ça a duré 4 ans et demi tout ça. Et j'ai eu pendant 4 ans et demi des tas d'histoires. Hein. Je suis parti en vacances en Espagne, il m'est arrivé des tas de trucs, tu vois. J'ai 4 ans et demi intenses quand même, si je les raconte demain ou encore. J'ai mon livre qui est sorti aux éditions Flammarion, il y a quand même une sacrée anecdote, voilà, dans le livre. Donc voilà, tout ça, pendant 4 ans et demi, et je faisais les scènes ouvertes, le SAMU, tout ça. Et un jour, mon frère, il me prête une voiture, il me dit, elle est clean. Je savais pas, il avait laissé un papier au nom de Desclos dans la boîte à gants, au fond. Oh putain. Et avenue de Saint-Ouen, contrôle, j'avais des faux papiers, je pouvais avoir des faux papiers, mais je voulais pas. Je voulais toujours avoir des identités que je connaissais par cœur, mais pas de donner de faux papiers. Parce que je disais toujours, ceux qui te donnent les faux papiers, si te balancent au Schmitt, tu te fais contrôler, tu donnes des papiers, t'es mort, tu vois. J'avais peur à tout ça, j'avais déjà entendu des histoires comme ça. Et là, le flic, je lui donne ma fausse identité, il me dit, oh, ton profil, toi, t'as un profil de athlète, enfin, il a pas dit athlète, c'est mon avis. Il a dit, toi, t'as un profil de filou, tout ça, ça. Il me dit, on fouille la voiture. Il pensait que j'étais en train de transporter de la drogue, comme ça, tu vois. Il fouille la bagnole, tout, il ouvre la boîte à gants, il fouille tout, et il dit Desclos, c'est qui? Moi, j'ai donné un faux nom, j'avais mon faux nom. Alors, je dis, Desclos, c'est un ami à moi, c'est Desclos Sébastien. Là, il tape,
il tape mon frère, mais moi avec mon frère, mon nom sort à moi aussi, avec moi. Et il dit, ils sortent les pushkas, il me braque, main sur la tête, tout ça, parce que le gros casier de fou, tu vois. Main sur la tête. Il m'emmène au commissariat, moi je dis, mais non, moi je dis, je suis Desclos Sébastien. Et ils me mettent la main, ma photo sort. Mort. Ouais, bah là, oui, le Condé, il a été cool parce qu'il m'a pas. Il me dit, David, donne ton vrai nom. Là, si on continue de taper ça, les conneries que tu es en train de nous dire, tu vas prendre usurpation d'identité, t'es mort. Je lui dis, si tu donnes ton vrai nom, on déchire tout ça. J'ai rencontré des Condés qui est réglo et j'ai donné mon nom. Il a tout déchiré, il a refait une dépôt au propre. J'arrive devant la juge elle me dit, tout ça. Je dis, mais malin, j'ai fait SAMU dans tout Paris, je montais sur scène, arrêtez de me baratiner. Je vous jure que c'est vrai, madame, j'ai une femme, 3. Ma femme était. En 4 ans et demi, on avait eu 3 ans, mes 2 autres enfants, on avait 3 enfants, tu vois. Je lui explique, non, je veux des preuves de ça. En attendant, je vous envoie à Fresnes. Je vais à Fresnes. Et Fresnes, c'était particulier parce que mon papa avait été à Fresnes. Et que j'aille à la maison d'arrêt de Caen comme mon père. Fresnes, dans la prison, donc, hein, ça. Prison de Fresnes. Que j'aille à la maison d'arrêt de Caen à l'époque, c'était ma région. Mon père y avait été, mon frère aussi. C'était pour nous couru d'avance qu'on y a. Mais Fresnes, ça m'a. Tu sais, j'ai pensé à mon père. Et à mes enfants. J'avais mon fils qui venait de naître. Et l'autre qui était un peu plus grand, qui avait 18 mois. Donc en rentrant à Fresnes, j'ai pris une baffe. Je pensais à mon père, à mes enfants. Je me disais, mais c'est quoi? De génération en génération, on va tous aller en prison comme ça. Et je laissais ma femme avec mes 3 enfants quand même. Et donc là, j'ai fait une pige à Fresnes où j'ai monté le dossier pour avoir le bracelet. Et donc, c'était un combat de malade parce que la juge ne croyait pas. Donc, j'ai amené toutes les preuves comme quoi je montais sur scène, que j'ai travaillé au SAMU de Paris, que j'avais 3 ans. Donc, elle a fait 2 enquêtes. Et au bout d'1 an, elle m'a passé devant son bureau en commission. Elle m'a dit, monsieur Desclos, je reviens pas. Elle me dit, tout est vrai. J'ai jamais lu ça de ma vie. Elle me dit, vous savez quoi, monsieur Desclos? Je vais vous laisser un bracelet électronique sortir et vous allez me promettre que vous allez faire quelque chose de bien de votre vie. Parce que là, vous avez une vie de dingue et vous avez quelque chose à faire. Et elle m'a sorti avec le bracelet électronique. J'ai retrouvé ma femme, mes enfants. J'ai été travailler. On travaille dans les assurances. Et elle a eu raison, tu vois. J'ai fait tout mon bracelet électronique. Et là, après, une fois que j'avais plus le bracelet, plus de conditionnel, j'ai repris les scènes ouvertes. J'ai rencontré Stomy Bugsy, j'ai rencontré Dominique Cou, monsieur Bertin du Théâtre du Gymnase. J'ai fait des belles rencontres. Véronique Guimard, tout ça. On est monté. Et je me suis retrouvé à l'affiche du Théâtre du Gymnase, faire le spectacle en entier. Vincent Thévenot, grâce à Vincent Thévenot, faut pas l'oublier, l'homme qui a la clé. C'est des belles rencontres. Et Théâtre du Gymnase, Jamel Comedy Club. J'ai plein de scénarios que j'ai écrits en prison. J'ai sorti Un jour les 3 avec Stomy, donc sur la Deuxième Guerre mondiale, une pièce de théâtre où là je me suis retrouvé avec Stomy et Cyril Guel sur scène. Moi j'avais le rôle du militaire français, Stomy le rôle du tirailleur sénégalais et Cyril le militaire américain. On était 4 mois à l'affiche. Quand je terminais ma dernière scène, ma dernière réplique, je faisais mon spectacle Écrou et de rire, je faisais les 2 spectacles en même temps. Mon livre qui est sorti aux éditions Flammarion, David Desclos, une histoire vraie. Donc ça commençait à monter, j'ai commencé à faire les plateaux télé, Cyril Hanouna, tout ça, France 2, tout ça, ça a monté en notoriété. Bam, le Covid, tout par terre. 2 ans d'arrêt. Alors qu'on était en train de tout monter, toi. Et là, je me suis dit, t'as fait une erreur, David. T'as tout mis dans le théâtre et tout. Et là, j'ai sorti tout mon projet en entier, c'est-à-dire le théâtre, mais aussi la série télé, la bande dessinée, le projet d'art et la musique. Je voulais faire la BO de mon spectacle en musique. J'ai sorti tout. Et là, au moins, je me suis dit, je vais faire tout. Comme ça, si les théâtres ferment, j'ai toujours la musique, la série, les deux. Et donc là, je suis en train de monter tout ça. Je suis en plein dedans, en train de faire tout. Donc, entre le Covid, là, j'ai repris les scènes. J'ai refait le Jamel Comedy Club, l'Apollo Théâtre, le Théâtre du Gymnase. J'ai transformé le spectacle en spectacle musical. Incroyable. En spectacle musical qui s'appelle Hold Up. De Écrou et de rire, on l'a transformé en Hold Up. Avec moi sur scène, il y a Stomy, Passy, Arsenic, Dahuzi, Uzi, Kali, le chanteur Kali, Sully Séphil. J'ai que des bons noms avec moi sur scène, avec des danseurs, avec la chorégraphie de Olaf et mes danseurs et les cascadeurs et tout ça. On a fait la grande première là au mois de mai devant des investisseurs pour pour installer la comédie musicale. Tout ça en comédie musicale avec beaucoup de messages. Et puis entre-temps aussi, avant ça, je ne l'ai pas dit, le ministère de la Justice a entendu que je jouais sur scène. Ils sont venus voir le spectacle. Ils sont venus me voir à la fin. Ils me disent, vous avez tout. On déclare votre spectacle d'utilité sociale et publique. Et on veut que vous alliez jouer dans toutes les prisons de France, dans les écoles, les collèges, les PJ. Et c'est ce que je fais. Je suis en tournée dans toutes les prisons. Ma lutte, c'est pour la prévention de la délinquance dans les écoles, collèges, lycées. Lutte contre la récidive dans les prisons. Justice restaurative pour les victimes, parce que je veux apporter la justice restaurative à grande échelle. Je joue mon spectacle et je monte une victime sur scène qui échange avec tous les détenus, ou les écoliers et tout ça, et les lycéens. Et donc, là, je suis en train de faire tout ça. David, merci infiniment. Putain, quel parcours. On mettra évidemment tous les liens en première ligne de description, histoire que les gens puissent aller voir directement si ça les intéresse. Honnêtement, là, je sais pas comment on ne peut ne pas aller check, si jamais. Voilà. Avec le nombre de teasing qu'il y a dans cette vidéo, mais franchement, quel régal.
Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet épisode, mais David, merci infiniment encore. Bravo pour ton parcours qui est absolument dingue. Franchement, putain, c'est ouf. Merci à vous, et puis merci à vous. Et puis pour ceux qui n'y croient, qui n'y croient pas, parce que à chaque fois, je le sais, il y en a plein qui disent ah c'est un mytho, nanana. J'ai les preuves, envoyez-moi des messages en privé, je vous enverrai les articles, et là, et là. Mais non, voilà, ça paraît fou, mais tout est vrai à 100%, vraiment. Pour ceux qui veulent voir également un autre épisode, je vous mets 2 vidéos à l'écran. Sur ce, c'était Noah. Passez une très très bonne soirée. Bye.